Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes encore en août 2024 et c'est l'épisode 375. On va parler des nouveaux smartphones de Google, les Pixel 9, tous les Pixel 9, comme au bon vieux temps où on parlait des nouveaux smartphones. Mais vous allez voir, évidemment, maintenant, c'est mis au goût du jour avec de l'intelligence artificielle, forcément. On va faire le point sur l'actualité de l'été, justement, aussi. Donc, alors avec des modèles de langage, des générateurs d'images, les intelligences artificielles. On échangeait des messages avec Guillaume pendant l'été et il me confirmait que l'actualité ne faiblissait pas à ce sujet. Vous serez à jour, en tout cas, avec cet épisode pour longtemps sur ce sujet. Enfin, longtemps dans l'échelle de l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être 1 mois, 2 mois. Bon, en tout cas, vous êtes tranquille. On va aussi vous parler des procès de l'été et puis un peu de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? As-tu passé de bonnes vacances? Eh bien oui, j'ai passé de bonnes vacances, mais cette formulation même suppose qu'elles sont terminées, ce qui est un petit peu triste. Ah, oui, c'est pas faux. Merci d'avoir fait un travail d'archivage pour l'épisode qu'on a pu diffuser comme étant un épisode rétro de notre enregistrement de l'époque. C'était un grand plaisir. Exactement. Je réécris l'histoire, je fais du révisionnisme. Tech Café. Je vais en toucher un mot juste après, d'ailleurs, à ce sujet de cet épisode. C'est notre 11e saison de Tech Café, Guillaume. 11e saison, c'est incroyable. C'est évidemment un vrai plaisir. On va continuer à faire ce podcast ensemble. Et puis, on espère que vous prenez autant de plaisir que nous en l'écoutant. Tech Café, ça s'appelle Café parce que voilà, on est en train d'échanger sur un sujet qui nous passionne. Un peu comme si on était au café entre potes, quoi. Donc voilà, prenez ça comme une info sourcée, qualifiée, mais évidemment avec un ton divertissant. On va faire un petit détour, Guillaume, du côté des avis sur Patreon. Merci évidemment infiniment aux nouveaux soutiens qui ont accepté de nous accompagner en s'abonnant à la page Patreon. Donc c'est sur patreon.com/techcafé, ça fait évidemment terriblement plaisir. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas et peut-être qui découvriraient Tech Café, c'est un podcast gratuit, mais vous pouvez devenir un auditeur VIP privilégié avec des infos exclusives et puis avec un flux RSS secret pour écouter les épisodes sans la pub. Et vous pouvez l'ajouter dans votre app de podcast favorite. Je déroule donc pour la première fois de cette saison le tapis rouge. Tiens, il y a même encore des grains de sable de la plage que j'ai ramenés qui sortent du tapis rouge. Là, il faudrait que je passe l'aspirateur. Merci en tout cas à Isabelle Germouti, Kevin Pinchot, Alexandre Vanoustuis, Antoine Taga et Moopers. Alors désolé pour celles et ceux pour qui je prononcerai mal le nom-prénom. C'est très important que vous puissiez envisager de nous soutenir. Ça nous aide évidemment pour le temps de préparation, d'enregistrement, de diffusion, de gestion du podcast. C'est sur donc patreon.com/techcafé, c'est sans engagement, vous pouvez le plafonner à tout moment. Et puis peut-être qu'en venant vous abonner, vous allez prendre la place de d'autres personnes qui nous ont soutenus pendant un moment et qui ont arrêté. On les remercie et merci également à vous en retour. D'ailleurs, pendant qu'on parle de Patreon, j'ai des petites infos. Alors je vais pas passer 3 heures à en parler, mais déjà vous l'entendez, ce petit segment d'incitation à participation. Il n'est pas interminable, je pense que ça fait plaisir d'avoir ce petit rappel forcément, mais il y a eu plusieurs personnes qui nous soutiennent justement sur Patreon et qui ont dit moi je m'affranchirais bien de ce segment pour gagner du temps dans l'écoute de l'épisode et de ne pas entendre ce petit segment dans mon flux privé. Alors je vais essayer de m'y tenir pour cette nouvelle saison, je vais faire mes petits tests. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui disaient « Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me rappelle pourquoi est-ce que je soutiens Tech Café sur Patreon. » Voilà, il faut faire de tests. Je vais faire le test et puis on verra si les retours sont positifs pour vous. Et un deuxième sujet concernant Patreon, pardon, mais il concerne aussi Apple. Et bon, j'anticipe un petit peu sur des infos qu'on va relayer en bonne et due forme dans le podcast. Vous nous connaissez, on relève les challenges de vous relayer les infos importantes. Juste en quelques mots, vous avez peut-être suivi qu'il y avait des changements côté Patreon et que des créateurs de contenu qui utilisent Patreon se plaignent d'une évolution. Alors effectivement, il y a Apple qui a imposé des changements à Patreon pour son application iOS et par extension, ça impose des changements sur ses services. Alors, c'est un peu d'ailleurs ça le cœur du problème. On reparlera des enjeux et de ce qu'on peut en analyser, mais dans les faits, je voulais juste vous rassurer à ce stade, il n'y a rien qui change pour vous si vous nous soutenez déjà. Donc c'est aussi une des raisons pour moi de vous laisser une ultime fois ce segment Patreon à vous qui nous soutenez. Mais désormais, pour les autres épisodes après celui-ci, vous ne l'entendrez plus. Mais je voulais vous confirmer que rien ne change si vous nous soutenez déjà. Et puis, si jamais vous ne nous soutenez pas encore,
vous ne pourrez désormais nous soutenir que sur le site web ou sur l'app Android, mais pas sur l'app iOS pendant quelques temps. Ça reviendra, on en reparlera de ce changement, il y aura d'autres conséquences, mais en tout cas, les vraies échéances, elles sont pour novembre 2025. Donc, il y a des changements qui vont à intervenir pour Tech Café, pour plein d'autres contenus qui sont diffusés en accès payant sur Patreon. Mais voilà, dans l'immédiat, le seul changement pour vous, si vous nous soutenez déjà, il n'y a rien qui change. Et si jamais vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez juste pas le faire sur l'app iOS. C'est le seul changement. Donc voilà, j'espère avoir pu temporiser les bad buzz qu'il y a pu y avoir à ce sujet. On reviendra sur ce sujet, mais en tout cas, ne paniquez pas. Par contre, là où vous pourriez paniquer, Guillaume, peut-être qu'il y a des auditeurs qui paniquent là en ce moment, c'est qu'ils se rendent compte, oh là là, mais c'est le moment de l'avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, et c'est là où je me rends compte que je n'ai pas encore déposé mon avis. Alors c'est pas grave, vous pouvez mettre sur pause ou même pendant que vous écoutez ce podcast, vous allez déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Et d'ailleurs, news dans la news, Apple Podcast est désormais dispo sur le web, donc vous n'avez plus forcément besoin d'une application en bonne et due forme et d'un iPhone pour accéder à Apple Podcast. Vous pouvez utiliser tout simplement... Ah, attends, ça commence mal parce que j'ai mes écrans qui se sont éteints. Bouge pas. Je ne sais pas pourquoi ils se coupent. Je reprends. Donc c'est le moment de panique peut-être, Guillaume, au sujet des avis Apple Podcast, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se rendent compte en ce moment qu'ils n'ont pas encore déposé d'avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Vous pouvez le faire pendant que vous écoutez cet épisode. Mais en plus, bonne nouvelle, Apple Podcast est désormais dispo sur le web. Apple met toujours un petit peu de temps à mettre à disposition ses services sur des bons vieux navigateurs. C'est le cas à partir d'aujourd'hui, là, au moment où on enregistre l'épisode pour Apple Podcast. Donc, vous n'avez même plus d'excuses si vous n'avez pas déposé d'avis sur Apple Podcast, mais que vous n'avez pas d'iPhone, d'iPad, vous pouvez quand même le faire et vous allez pouvoir faire comme FXC qui a dit « Ça fait pas mal de temps que j'écoute ce podcast ». Il a mis 5 étoiles. Ambiance détendue, sans prise de tête, ouvert au dialogue et aux critiques. J'écoute surtout sur mon trajet domicile-travail et ça me fait gagner un temps dans ma veille tech et surtout bien expliqué. Je recommande ce podcast. J'ai mis 5 étoiles car le contenu est de qualité. J'ai failli mettre 4 étoiles pour le challenge car il ne faut pas rester sur ses acquis, dit-il. Guillaume, est-ce qu'on va rester sur nos acquis? Mais bien sûr que non, toujours plus haut, toujours plus fort. Toujours la surenchère après tout. Non, mais les acquis, on reste dessus, mais on va aller plus loin, vous allez voir. Je vous fais du teasing, je suis sûr qu'il y aura du nouveau dans cette saison. Commentez également sur techcafé.fr et rendez-vous sur Discord où on a plein d'autres sujets que de la tech. Et puis, courrier des lecteurs, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger, d'avoir des interactions qu'on relaie avec vous. Je voulais citer le serial commentateur du podcast qui vient déposer des commentaires sur techcafé.fr pour la plupart des épisodes de Tech Café. C'est Mika, il est aussi présent sur Discord, on lui fait un coucou. Je voulais juste citer son petit commentaire pour la discussion. La recherche de production de viande synthétique assez gourmande en matière grise versus manger des pois chiches. Ou dans l'idée se tourner vers une solution bien plus simple, les protéines végétales. Ça me fait penser à cette anecdote, alors je ne la connaissais pas. Devant le problème d'absence de pesanteur dans l'espace, des ingénieurs américains développèrent un stylo 2.0 qui avait un système de poussée d'encre permettant qu'il fonctionne en apesanteur. En face, les Russes auraient décidé d'utiliser des crayons à papier. Il précise évidemment, j'avais cru lire que l'anecdote était fausse et je pense sincèrement que l'anecdote est fausse. Mais j'aime bien le message véhiculé et il dit signé un des captifs. J'aime évidemment beaucoup son commentaire pour l'image que ça renvoie. Bien joué, Mika. Guillaume, sans autre forme de procès, après cette intro magistralement longue mais indispensable pour un lancement de saison, il faut qu'on parle de l'actu tech. Et donc, forcément, l'actu tech récente, c'est des smartphones. Et oui, incroyable, ça fait longtemps qu'on ne fait plus des smartphones le cœur de l'actu. Ça a été le cas pour un épisode en juillet avec Romain Vide de Presse Citron qui est passé nous faire un coucou. Mais là, Guillaume, tu voulais renouveler cette expertise des smartphones parce que tu voulais nous parler un peu des Pixel 9. Et a priori, c'est quand même des smartphones qui méritent d'être décrits sous tous les aspects, de leur prix à leur fonctionnalité et sur leurs innovations. Écoute, d'une manière pas du tout habituelle, Google a décidé que c'était la rentrée. Voilà, c'est maintenant la rentrée.
ou alors que la rentrée c'était trop loin. Voilà, on va essayer de griller la politesse à tout le monde, je sais pas trop, mais en tout cas, on a eu droit à une présentation des nouveaux Pixel 9 ce mois d'août, et c'est vrai que c'est complètement inédit, je crois, puisque en général c'est plutôt septembre-octobre. Ouais. Et donc, on a aussi eu des AirPods, et puis la nouvelle Google Pixel Watch 3. Alors, pour le faire vite sur ces deux derniers points, d'ailleurs, hein, l'écran de la Pixel Watch, par exemple, était un petit peu plus grand, la batterie aussi. Donc, on a deux tailles désormais de Pixel Watch. On en a une qui est plus grande, en 45 mm. Et bon, il y a toute une flopée de fonctions pour les sportifs, hein, je suis sans doute la pire personne pour vous en parler. Il y a par contre une nouvelle fonction de détection d'arrêt cardiaque. Voilà, par exemple, lors d'un excès de frito sandou, c'est une fonction qui me parle beaucoup plus déjà. Donc c'est pas mal. C'est comme quoi, il n'y a pas tout acheté. Et puis pour les Earbuds 2, on a donc évidemment les écouteurs, on a une puce Tensor A1 intégrée avec une meilleure annulation du bruit, un poids réduit et pourtant une autonomie en hausse, hein, le tout avec la possibilité de parler à Gemini, bien entendu, comme avec votre meilleur pote. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus, parce que voilà, ça va pas pouvoir trop éviter de parler de beaucoup de Gemini là, pendant cette section sur les nouveaux pixels. Ouais. Mais bon, on va évidemment décrire le plat de résistance hein, du matériel qui a été présenté, parce qu'évidemment, il y a eu les Buds et la Watch 3. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur ces deux petits trucs-là. Oh non, c'est pas la peine de rentrer dans ces détails-là. Non, parlons des téléphones. Je pense que c'est le gros du sujet. Pour le reste, les gens iront creuser. C'était les grosses annonces, effectivement. Grosses annonces qui étaient au nombre de 4, hein, puisque c'est le nombre de téléphones présentés. On a le Pixel 9, le 9 Pro, le 9 Pro XL et le Fold. Donc oui, Google a présenté un très beau téléphone pliant, malheureusement pas vraiment moins cher que la concurrence. Alors d'ailleurs, clairement c'est vrai qu'il est loin le temps des Nexus, hein, le temps où Google faisait des terminaux avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Aujourd'hui, le ticket d'entrée, c'est 900 €, ça montera jusqu'à 1900 pour le Fold. Donc voilà, Google s'affirme vraiment comme un constructeur premium. Alors, il n'a pas trop le choix, probablement, parce que les temps ont bien changé. Hein. Et aujourd'hui, proposer le meilleur milieu de gamme, en quelque sorte, voilà, le meilleur rapport qualité-prix, c'est se mesurer directement à Xiaomi ou à Oppo. Ouais, puis ils n'ont pas des versions A aussi qui répondent à cet objectif-là. Tu sais, les versions intermédiaires. Alors, je me trompe peut-être. Oui, je pense qu'ils continuent à. Je pense qu'ils continuent. Bah oui, ils pourraient continuer à le faire éventuellement. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était. Le Nexus, c'était vraiment. Enfin, c'était juste, voilà, il y avait le Nexus 4. C'était un très bon téléphone à l'époque. C'est clair. Je l'ai Et aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, bon, ben voilà, aujourd'hui, tu t'es contre les Chinois, quoi. Tu luttes contre les Chinois quand t'es dans des segments de prix comme ça qui sont assez faibles, avec un très bon rapport qualité-prix, en général, c'est très dur de lutter contre les Chinois à ce petit jeu-là, quoi, disons. Et donc, les Pixel 9, c'est des téléphones haut de gamme, et donc il n'y a pas vraiment de concession. On a des écrans OLED sans verse, de 6,3 pouces pour les 9 Pro, 6,8 pour le XL, hein, qui a une résolution largement supérieure. Légèrement supérieur, ouais, pas trop, mais bon, un petit peu supérieur. Le modèle de base a 2 appareils photo, grand angle et très grand angle, de 50 et 48 mégapixels. Et le Pro a un téléobjectif en plus de 48 mégapixels avec un zoom 5 fois. Tout ça est équipé du même Tensor G4, donc on a le même processeur sur tous. On a 12 Go ou 16 Go de RAM pour les plus haut de gamme. Donc le Tensor G4, alors c'est une nouvelle puce, hein, mais qui va clairement être pas sexy. Voilà, pas de quoi s'exciter, mais qui va être efficace. C'est une puce qui va perdre un cœur par rapport au Tensor G3, mais c'est des cœurs plus modernes et plus efficaces, qui sont cadencés un petit peu plus haut en général, donc ça compense. En gros, on va surtout essayer de réduire la consommation sans que les performances au jour le jour ne changent des masses. Hein. Et bon, si on veut précisément, on a un Cortex X4 à 3,1 GHz et seulement 3 Cortex à 720 en cœur intermédiaire, et on a toujours 4 petits cœurs à 520 pour le tout venant. Le modem évolue aussi, hein, c'est un Exynos 5400 qui est plus efficace lui aussi et qui justement offre une connectivité satellite, et ça c'était vrai que c'était une nouvelle fonction intéressante. Les pixels offrent la possibilité d'envoyer un SOS par satellite hein, pour appeler les secours, même sans réseau du tout, ce qui est toujours rassurant. On est toujours sur Android 14, puisqu'Android 15 était aux abonnés absents hein, pendant la conférence. Toutes les nouvelles fonctionnalités passeront par Google Play. Android, c'est la fondation technique, hein, c'est important, mais c'est de plus en plus confiné en coulisses. Hein, on va dire que médiatiquement, c'est plus vraiment ce qui est mis en avant, j'ai l'impression. Ces 3 téléphones s'affichent à quand même 900, 1100 et 1200 balles avec leur équipement de base, 228 Go de stockage bien sûr non extensible. Et évidemment, il reste le Fold, on n'a pas encore parlé du Fold, le Pixel Pro Fold, qui ressemble quand même pas mal au Galaxy hein, du même nom. Ils ont un écran 8 pouces, une fois déplié, qui est en format quasi carré, et pour le reste, à l'intérieur, sous le capot, c'est un Pro XL. Hein. C'est une belle machine, le pliant est quand même toujours très cher, hein, le premium pliant est vraiment important. Google assure que ces téléphones-là seront 2 fois plus durables que leurs prédécesseurs, et d'ailleurs, très bon point, on leur promet 7 ans de mise à jour. Alors, je sais pas ce que tu penses de ces magnifiques appareils, ou en termes hardware, en termes matériels. Écoute,
Alors déjà, je les trouve plutôt sexy, là où bizarrement le 8, moi, me laissait un petit peu plus froid avec sa grande protubérance derrière qui prenait toute la largeur. Bon, c'est un artifice visuel parce que je pense que ça prend peut-être autant de place. C'est une gamme qui est hyper intéressante et qui est très sexy. Je pense qu'ils savent bien hein, ce qu'ils font maintenant. Tu parlais du Nexus 4, il faut aussi se rendre compte, je pense que le Nexus 4 à l'époque, c'était en quelle année? Tiens, je vais aller regarder vite fait. C'était il y a 15 ans. Il y a de ça plus de 10 ans, oui. octobre 2012, tu vois, donc ça fait 12 ans. Il était fait avec LG. Donc Google n'avait pas encore le savoir-faire. Ils l'ont acquis depuis, au point d'arriver quand même à proposer clairement des produits, je pense, haut de gamme et qui sont reconnus maintenant pour des qualités en plus photographiques et une expérience sur Android assez optimale. Donc est-ce qu'ils valent le prix auquel ils sont vendus? Ça reste une question à laquelle on ne va pas essayer de répondre. La seule chose qui m'interpelle, moi, là-dedans, et si je prends un tout petit peu de hauteur, c'est encore les petites différences, les petits ajustements qu'il y a quand on prend un Fold par rapport à un Pro. Alors attention, hein, ce n'est pas des gros changements, mais il y a des petites choses, notamment la batterie. Hein, ils n'arrivent pas encore à promettre une aussi grande autonomie que si tu prends un Pixel 9 ou un 9 Pro. Alors attention, hein, ils disent jusqu'à 72 heures d'autonomie avec l'ultra économiseur de batterie sur le comparatif de Google. Mais voilà, il y a des petites choses, mais pareil dans les capteurs, il y a des choses particulièrement curieuses dans les capteurs photo. Tu vois, si tu prends le 9 Pro et le 9, tu as une ouverture. Donc l'ouverture, c'est à quel point votre objectif est capable de faire entrer de la lumière pendant un instant donné. Hein, comme son nom l'indique, c'est à quel point le diaphragme ouvre grand. Et l'ouverture, elle est sensiblement plus petite. Alors, probablement pas de nature à changer fondamentalement l'expérience utilisateur, parce qu'on parle d'une ouverture de f1.7 pour les photographes qui s'y connaissent un peu, versus une ouverture de f1.68 pour les pros et pour les 9 et les 9 Pro. Pas de grand changement. Des ouvertures à f2.2 pour le capteur ultra grand angle, là où il y a 1.7 pour les autres. Tu vois, c'est pas des gros changements, et je suis pas en train de dire que c'est une catastrophe de prendre un Pro Fold par rapport à un Pro ou un 9, mais je suis quand même marqué de voir que l'industrie n'arrive pas encore en 2024 à proposer des smartphones Fold qui seraient en tout point comme des smartphones haut de gamme du même fabricant, avec exactement les mêmes caractéristiques techniques et en tout cas les mêmes qualités. Vraiment, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça change vraiment la qualité de la photo, que ça change vraiment l'expérience, mais je trouve quand même qu'avec du recul, le fait d'avoir des smartphones pliants est une vraie avancée, mais qui n'arrive pas encore, qui impose, j'ai l'impression, auprès des constructeurs encore beaucoup de compromis. Je ne sais pas si tu fais cette même remarque, toi ou... Compromis, ouais, un petit peu, mais bon, après, c'est vrai que les différences d'ouverture, je sais pas trop, effectivement, parce que elles sont vraiment très faibles. Alors, c'est vrai que les designs sont très légèrement différents aussi, mais les contraintes sont un petit peu différentes. C'est vrai que pour la batterie, on est à peu près sur la même batterie, je crois, entre un Pro XL et un Fold, il me semble. Et évidemment, l'écran intérieur va consommer plus, hein, ça c'est forcé, donc ouais. Il y a une autre interprétation à ce que je te dis. L'autre interprétation, c'est de dire que désormais, les différences sont plutôt négligeables, qu'il en reste certes, mais que désormais, prendre un smartphone pliant, c'est pas comme il y a quelques années, c'est pas s'exposer à un risque durable et en plus subir des compromis. Tu arrives à avoir une expérience utilisateur, certes pas aussi optimale qu'avec un smartphone pro de la même gamme, mais tu t'en rapproches énormément. C'est peut-être la vision positive de l'interprétation du sujet. Bah, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est toujours 2000 balles. Hein. Ça, c'est vrai que c'est par contre, c'est hors de prix, oui. C'est hors de prix. Non, je peux pas dire ça, mais c'est cher. Effectivement, le ticket d'entrée est cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Guillaume, avec ces nouveaux Pixel 9 concrètement dans les usages? Oui, parce qu'on va pas se mentir, mais c'est vrai que si la présentation des téléphones a été importante forcément, c'est surtout les fonctions qui vont tourner dessus qui ont été mises en valeur. Et bien sûr, c'est l'IA un peu partout. Il faut dire qu'après l'Apple Intelligence, n'est-ce pas? Bah, évidemment, on avait du Gemini à tir-larigot. Il y avait des allusions, d'ailleurs, un petit peu ça et là, forcément, à Apple. Puis bon, de toute façon, c'est assez clair. On est sur des offres qui tendent à se rapprocher, quoi. Hein. On pourrait même dire qu'on a vu de la Google Intelligence. Et c'est vrai que c'était pas très subtil, hein. Voilà, les pics des références, c'était pas dur à repérer. Et Gemini, donc, s'active avec le bouton on-off, ça y est, sur les pixels. Et surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce Gemini vous est offert en version premium pendant 1 an à l'achat d'un Pixel 9. C'est quand même un cadeau sympa parce que ça accompagne de 2 Teraoctets de stockage et voilà les fonctions premium des gueules. Hein, et c'est quelque chose comme 20 balles par mois hein, qui vous sont offerts pendant 1 an. Donc bon, c'est quand même un cadeau sympathique. Le pari étant qu'après avoir discuté avec Gemini et bénéficié de tous ces services, bah, tu puisses plus t'en passer.
Un pari risqué, peut-être, mais avant de parler de Gemini, on peut aussi s'attarder sur les fonctions photo, qui s'enrichissent toujours plus. C'est important pour les pixels. Pour les pixels, c'est très important, et c'est notable déjà, d'ailleurs, comme chez Apple, vous pourrez générer des images directement sur le téléphone. Il y a une version d'Imagen 3 qui est dessus, vous pouvez générer des images en cloud ou directement en local. C'est une version qui a l'air assez rapide et plutôt généraliste, je veux dire que on attend quelque chose comme, 4 ou 5 secondes peut-être, pour avoir une image dans le style qu'on veut, y compris photoréaliste, et puis voilà, t'as tous les sujets, c'est des sujets consensuels évidemment, ça va être, il va y avoir des garde-fous, donc il n'y aura pas de porno génératif local, faut pas rêver, en tout cas pas comme ça, mais c'est vrai que ça me paraît un peu plus ouvert en général que chez Apple, c'est-à-dire que voilà, je pense que au niveau du style, au niveau du sujet, tu mets vraiment le prompt que tu veux, quoi. Bon, la génération d'images intègre aussi de manière transparente l'éditeur photo, qui s'enrichit encore et qui permet de compléter, par exemple, les bords qui n'existeraient pas. Donc, si tu peux faire tourner une image. Tu as une image de traviole, c'est l'exemple, tu as une image de traviole, tu la fais tourner. Évidemment, il manque des bords. Ces bords sont rajoutés, sont imaginés, sont générés automatiquement. Et puis, tu peux aussi éliminer des choses qui ne te plaisent pas dans les clichés, donc des gens à l'arrière-plan, mais tu peux aussi en ajouter. Tu peux rajouter, par exemple, l'exemple, c'était des montgolfières dans le ciel. Tu peux aussi changer la couleur du ciel, l'ambiance de la photo, etc. Et donc, tu peux te rajouter aussi toi-même sur les photos. Alors, c'est une fonction différente qui a été présentée indépendamment et qui est assez pratique, c'est la fonction Add Me. Alors voilà, en gros, la solution, c'est t'es seul avec ta moitié, tu veux une photo de couple. Et évidemment, ou alors t'es pas seul, mais t'es trop sociopathe pour demander à mamie là-bas en face de te prendre en photo. Et donc, Google va désormais résoudre ton problème. Et tu n'auras pas à parler à des gens. Tu prends une photo de ta moitié, tu laisses un espace pour toi, et puis après, tu demandes à la moitié en question de te prendre dans l'espace vide, puisque il y a un petit effet réalité augmentée pour savoir où prendre la photo, puis le téléphone fait le montage automatiquement. Tu as une photo avec vous deux, côte à côte, qui n'a jamais été prise, en fait. C'est une photo qui n'existe pas. Et donc, c'est vrai qu'on le mentionne à chaque fois, et à chaque itération de Pixel, et puis même en général, le sujet est de plus en plus pressant. Comment considérer les photos prises avec un téléphone à partir de maintenant ? Est-ce que c'est encore de la photographie ? Parce que prendre une photo de couple sans personne qui tient le téléphone, ça peut paraître très bénin finalement comme situation, et pourtant, ça l'est pas. Parce que dans des contextes, par exemple, où chaque détail compte, comme dans une enquête policière par exemple, l'existence même de cette photo de couple implique normalement qu'il y aurait une troisième personne lors de la scène. Une troisième personne qui désormais peut ne pas exister. Donc même ça, c'est pas si anodin en fait. Quand tu fais une enquête, tu te dis, cette personne, ça peut être un témoin potentiel, non, il peut y avoir pas de témoin. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment les gens vont considérer, si tu veux, les souvenirs, les photos. D'ailleurs, parce que ce sont encore des photos ou parce que ce sont juste des souvenirs, c'est-à-dire des choses qu'on a envie de garder, mais qu'on a quand même manipulées pour les magnifier ou les changer, etc. Donc c'est intéressant, évidemment, de toujours ce sujet. Et puis, je trouve le débat vraiment, il a un côté philosophique qui est captivant. Il y a un truc qui est sûr, et je le réalise en t'écoutant parler, c'est qu'en fait, il y a énormément de polars et de romans, effectivement, qui se basent sur l'analyse de la photo pour savoir qui a pris la photo, qu'il y a une personne dont on voit une partie du corps, etc. Bon, tout ça, ça va tomber en désuétude et ça va prendre un coup de vieux. Bon, comme plein de technologies dans des polars d'il y a quelques dizaines d'années. Oui, parce que par exemple, je sais pas, t'as une photo d'un suspect, tu vois, qui apparaît dans des photos comme ça accidentellement que tu peux utiliser. Si les gens ils virent tous les gens qui y a à l'arrière-plan, il y aura plus de suspects à l'arrière-plan, tu vois. Il y a des choses. Il y a des incohérences comme ça qui peuvent apparaître dans une scène qui a été photographiée par plusieurs personnes. Normalement, plusieurs personnes photographient une même scène, il y a une cohérence, quoi. Cette cohérence, elle est brisée. Et ça, c'est quelque chose de pas évident. On va pas rebondir tout de suite sur l'actualité chaude de ces derniers jours, là où il y a beaucoup de polémiques, notamment sur des images d'ailleurs authentiques, parfois, notamment dans le cadre des élections américaines. On va en reparler en temps et en heure. Bon, vous inquiétez pas, on va en parler toutes les semaines, je pense. On va pas se mentir, ça va être un sujet récurrent. Et les pixels 9 vont nous y aider, évidemment. D'autres fonctions, Guillaume ? Oui, après, évidemment, on parle de Gemini, puisque c'est les... En plus des fonctions photo, il y avait aussi beaucoup de choses qui concernaient donc, le langage au sens large, et donc une version ou une autre de Gemini. Par exemple, on avait une fonction toute bête de résumé de la météo. Chez vous, ça la météo est déjà un peu résumée quand même. Ouais, la météo, j'ai pas trouvé ça très très... Bon, pas de quoi sauter au plafond, mais il y avait une fonction de résumé météo. Il y a une autre fonction un peu plus sophistiquée qui fait pas mal penser à Recall, mais en moins flippant, c'est ce qui s'appelle le screenshots. Voilà, donc photo d'écran, en fait c'est une sorte de Recall, mais complètement manuel. C'est-à-dire tu prends une photo d'écran, toi-même, tu demandes une photo d'écran de ton téléphone, mais là, Gemini en fait comprend ce qu'il y a écrit,
de quoi il est question, et tout ça, tu peux utiliser ces informations pour retrouver la photo d'écran plus tard, ou voire juste retrouver en discutant simplement avec Gemini, en langage naturel, les infos qu'il y a dedans. En général, Gemini comprend le contexte de toute façon dans lequel tu es sur ton téléphone, c'est-à-dire qu'il comprend ce qu'il y a à l'écran, quoi. Et vous pouvez poser des questions en rapport avec ce que vous faites à l'écran, voire l'utiliser pendant un appel avec une fonction que je trouve vraiment pas mal, qui s'appelle le Call Note. Parce que bon, si comme moi vous êtes paniqué quand on vous donne le numéro de téléphone pendant un appel, ou un autre truc à noter que tu finis par l'écrire à l'arrache absolument n'importe où, sur le mur, je sais pas, n'importe où, Call Note va vous sauver éventuellement souvent. Gemini écoute donc ta conversation en fait téléphonique et puis voilà, il va te produire un résumé à la fin avec les infos importantes, et donc s'il y a des numéros et des codes, il va les noter tout seul. Et ça, c'est un petit peu le rêve, si ça marche comme annoncé, évidemment. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui rappellent évidemment Apple Intelligence, hein, voilà, l'IA qui comprend ce qu'il y a à l'écran, etc., qui comprend le contexte, tout ça, effectivement, on l'avait vu aussi. Et finalement, Gemini devient d'ailleurs aussi capable d'interagir avec tes données et tes applis, hein, faire des trucs avec Keep, Task. En fait, Gemini remplace aussi Assistant, pas toujours de manière très heureuse, si on en croit un article de Fast Company d'ailleurs. Il est dur, hein, si c'est vrai. Il est très dur. Il est très dur. Il est très dur, je trouve. En tout cas, le journaliste qui a testé ça sur le site, il trouve qu'il y a plusieurs domaines où Gemini n'est pas aussi bon que l'ancien assistant. Par exemple, les recherches locales, la météo. Il y aurait des soucis avec les itinéraires, certaines interfaces avec d'autres applis ne marcheraient pas encore, donc c'est à suivre, c'est en cours de dev, mais c'est sans doute un petit peu tôt, hein, mais pour l'instant, apparemment, c'est pas encore à parité, quoi. Autre grosse annonce, Gemini devient vocal. Comme GPT-4o a dit qu'il deviendrait vocal, il n'est pas encore, mais bon, voilà, vous vous souvenez évidemment de cette démo avec la voix de pas du tout Scarlett Johansson. Globalement, là, c'est un petit peu la même chose, hein. Gemini Live, c'est la réponse de Google à cette voix de GPT-4o qui n'est toujours pas disponible à l'heure où on enregistre. C'est un modèle testé là aussi par des journalistes. Qui a été testé, effectivement. On peut toucher 2 mots après, mais c'est vrai que c'est globalement c'est la même chose. C'est un modèle audio qui répond de manière naturelle, apparemment qui essaye aussi beaucoup moins de flirter avec vous, ce qui sera selon les goûts un bon point ou pas. Ça dépend. Google devance donc OpenAI, hein, qui semble s'être endormi de son côté. Je sais pas ce qu'ils foutent. Pendant que tout le monde avance, tout le monde court même, je sais pas ce qui se passe, mais bon, calmez vos chevaux, ce sera dispo uniquement pour les utilisateurs de Gemini Advanced déjà, donc la version payante, qui vous est offerte si vous avez un Pixel 9, mais qui ensuite sera payante, et qui sera disponible en anglais uniquement dans un premier temps. Les possesseurs de Pixel 9, donc, vont avoir droit gratos, entre guillemets, pendant 1 an à leur ami imaginaire, le temps de développer une dépendance affective suffisamment forte, hein, j'imagine, parce que c'est inévitable, hein. Surtout... Alors ça va être surtout vrai pour le modèle d'OpenAI, hein, qui est délibérément vraiment très 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 humain. Et tu le dis, tu viens de le dire, hein, c'est un journaliste de The Verge qui a eu la chance d'y avoir accès et de l'y avoir à côté de sa vie pendant 24 heures, et qui peut témoigner, ChatGPT en mode vocal, c'est perturbant. Parce que c'est vraiment un truc qui hésite, qui respire, qui s'adapte au contexte, hein, il adapte son ton au contexte, sa voix exprime des émotions qui font écho aux vôtres. Est-ce qu'on est prêt pour la prochaine génération de modèles audio ? Je crois pas. Et d'ailleurs, ça va vraisemblablement être le nouveau, d'ailleurs il le dit, hein, dans l'article, la nouvelle vallée de l'étrange. Ça va être ces interactions avec une voix, là où aujourd'hui cette vallée de l'étrange, hein, ce phénomène où c'est très réel mais suffisamment irréel pour nous créer un sentiment de gêne qu'on a souvent eu en manifestation dans des visuels, enfin des visages qui sont des visages de robots, qui sont très proches de l'humain, mais pas tout à fait non plus. Et moi, tu sais que je fais partie de ces personnes qui commencent à avoir un peu peur de ces interfaces, pas peur des portées, pas peur des éventuels risques sociétaux dont on a déjà parlé, mais qui est une certaine gêne. Je suis très introverti à la base, et je ne peux pas m'empêcher à l'idée de devoir converser à une IA de ce type-là, parce que ça nous arrivera à tous, j'en suis sûr, à l'avenir, plus ou moins proche. C'est pas un truc qui m'enchante. Comment toi, à titre vraiment très perso, tu vois ça quoi, comme une opportunité, un enthousiasme? Si demain, ce truc-là, ça marche aussi bien que ça le promet, ça va te faire kiffer d'avoir cette interface avec cette humanité, entre guillemets, ces hésitations dans la voix? Comment tu vas le percevoir? Moi, je trouve que c'est un peu too much. Je pense que c'est complètement inutile d'avoir un assistant qui flirte avec moi, qui respire, qui fasse semblant de respirer et ce genre de truc. Par contre, ça peut être intéressant quand même à tester. Moi, je pense que ce serait assez cool à tester. Et je serais vraiment enthousiaste de tester ça et de voir les limites, etc. Et je pense que c'est quand même, de toute façon, l'avenir et c'est la prochaine grande révolution, je pense. La prochaine révolution, entre guillemets, la prochaine grande évolution, plutôt.
des modèles de langage des chatbots qu'on a là, c'est les modèles multimodaux, et les modèles qui sont, vraiment nativement multimodaux. Parce qu'il y a un truc d'ailleurs, il y a un article qui est vraiment très intéressant parce que ça nous amène à quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui va amener à des nouvelles failles de sécurité, des nouveaux problèmes de sécurité très prochainement. C'est que il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec cette prochaine version audio de ChatGPT, qui va arriver à un moment, c'est que c'est nativement multimodal. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de système pour transcrire ce que tu dis, et le modèle ne génère pas uniquement des mots qui seront après prononcés par un synthétiseur vocal. Toute cette architecture-là, cette triplette de modèles, ça devient obsolète. Parce que là, ta voix, elle est enregistrée, elle est tokenisée, le modèle digère ces tokens qui sont des tokens audio, exactement, et il génère aussi des tokens audio, des tokens qui représentent aussi du son, en particulier une voix, et c'est cette voix qui sera directement envoyée dans tes oreilles, envoyée comme du son. Le modèle comprend donc un prompt sonore et il génère directement du son sous la forme d'une autre suite de tokens qui représentent du son. Il faut bien avoir ces distinctions à l'esprit parce qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives qui sont assez folles et aussi effectivement de nouvelles failles de sécurité, inévitables. Et un exemple tout à fait parlant, il est arrivé un employé d'OpenAI qui testait le modèle, donc GPT-4o, en discutant, il discutait avec elle, et d'un coup, le modèle, au lieu de parler avec la voix qu'il a d'habitude, il s'est mis à imiter le gars. Il s'est mis à prendre la voix du mec qui était en train de lui parler. Foutait de sa gueule, en fait. Même pas, mais il avait pris sa voix, et le testeur, évidemment, il a été très surpris. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Le truc il m'imite très bien, c'est très très bizarre. Et à la base, il n'y a rien de surprenant du tout au fait que GPT-4o puisse imiter ta voix. En fait, ta voix, c'est du son, et il peut synthétiser plein de sons différents, GPT-4o. Il peut faire de la musique même. Il peut faire des effets sonores, il peut faire des effets des bruits. Des bruits de tonnerre, ce que tu veux, des bruits d'oiseaux. Et il peut tout aussi bien sortir des tokens de son qui sont proches de ta propre voix. Et sans doute même de voix célèbres, parce qu'il y a certainement beaucoup de voix célèbres dont les enregistrements sont tombés dans son dataset, et donc il peut très bien parler comme Samuel L. Jackson. Mais il va pas le faire, pourquoi? Parce qu'on lui dit de pas le faire, et uniquement parce qu'on lui dit de pas le faire. La version commerciale de ChatGPT n'aura qu'un nombre de voix limité, mais c'est tout à fait artificiel. Les voix sont en fait incluses dans le système prompt. Tous les chatbots ont un prompt caché, un prompt système. Ce prompt caché, en général, auquel on n'a pas accès en général, et qui est injecté en début de conversation, il indique comment il doit se comporter. Dans le cas de GPT-4o, on lui interdit d'utiliser d'autres voix que celles qu'on lui donne. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si on lui dit de ne pas le faire, en général, ils sont fine-tunés, les modèles, pour obéir, quoi. Mais on sait que c'est possible des fois de les faire un petit peu dévier avec ce qu'on appelle des prompt injection. Et donc, si cet employé a été imité, c'est que le modèle n'a pas suivi le prompt qu'il avait. Et comment il a été convaincu, alors que le mec a rien dit, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a eu une sorte d'injection de prompt accidentelle. C'est-à-dire que l'imitation a commencé après qu'il y ait eu un bruit enregistré par le modèle. Un bruit quelconque, je sais pas, une porte qui claque, un truc qui se casse par terre, je sais pas ce que c'était. Distorsion du son. En tout cas, il y a eu un bruit qui a été traduit en tokens, des tokens qui donc étaient a priori un peu aléatoires, qui ont probablement rendu le modèle très confus, et qui l'ont poussé du coup à ignorer une partie de son prompt système, et à commencer à imiter le gars avec qui il parlait. Et donc sur les modèles audio, l'injection de prompt fonctionne donc aussi bien que sur les modèles de texte. Et parce que c'est juste des prompts sonores. Et ça, c'est la fête, parce que manifestement, il y a des combinaisons de sons inattendues qui font faire des choses inattendues au nouveau chatbot. C'est super intéressant, ça veut dire qu'un modèle pourrait être vulnérable et faire n'importe quoi à l'écoute d'un son qui, à nous paraîtrait complètement anodin, voire qu'on ne pourrait ne pas entendre du tout. Donc il y a tout un nouveau domaine de failles de sécurité inattendues, et on n'est pas prêt. Parce que ça, c'est vrai pour l'audio avec les modèles audio, mais les modèles massivement multimodaux qui vont comprendre aussi des images, nativement des images, du son et plein d'autres trucs, c'est pareil. Il peut y avoir des images, par exemple, qui ont l'air normales, mais qui, interprétées par le modèle, lui fera faire n'importe quoi. Pareil, on pourrait faire des injections de prompt par des images, ou par des vidéos, ou des parties de vidéos. On peut imaginer énormément de choses, et c'est assez vertigineux. Et d'une manière générale, de toute façon, on n'est pas prêt pour les futurs modèles comme ça, parce qu'ils pourraient comprendre donc images, vidéos, texte, son, ça c'est les premiers trucs. Et n'importe quelle combinaison de tout ça. Mais il y aura aussi des robots qui rajouteront la modalité du mouvement, la modalité de la position dans l'espace, etc. Et donc c'est vertigineux et c'est à peine le début. Je voudrais être sûr je voudrais lever un doute avec toi, Guillaume, dans la compréhension de ce qui se passe avec ces outils-là. Est-ce que je dois en déduire que ces outils, ces services
sont très bons pour suivre et entretenir un dialogue entre deux personnes, qui est une forme de conversation en tête-à-tête, et qu'à partir du moment où il y a un élément tiers qui possiblement est perturbateur, c'est un élément qui contribue à lui faire perdre pied, ou est-ce que Non, mon non, pas interprétation n'est pas la nécessairement. bonne? Ok, Non, non, pas nécessairement. Il y a des modèles de langage qui peuvent parler, qui peuvent simuler des discussions à plusieurs, et tu peux parler à ok, plusieurs avec un modèle de langage, parce que oui, c'est des possibilités qu'ils ont vues aussi, hein, dans oui. leur... Ils ont vu, je pense qu'ils ont vu plus ou moins tout Reddit, hein, donc ils ont vu des conversations à plein de gens, et Ouais. c'est pas vraiment le problème qu'il y ait un nouvel interlocuteur. Le problème, c'est que Ok. ce bruit-là, à ce moment-là, a été Mm. traduit par une séquence de tokens qu'il n'a pas compris comment interpréter et qui a fait dévier en réalité. En réalité, ça a fait dévier la distribution de probabilité vers quelque chose qui était complètement inattendu. Parce Elle que a fait bon, bah, de dévier. toute Ok. façon, une discussion, c'est une distribution de probabilité que le modèle suit. Et Mhm. bah, que cette discussion soit sonore ou pas, de toute façon, c'est toujours une suite de tokens avec une distribution de probabilité. Et le bruit, en fait, a fait dévier la distribution de probabilité de manière assez marquée. Et bon, Mm. bah, ça l'a emmené ailleurs, quoi. Ces outils sont vraiment fascinants, nous captivent, et vous l'avez remarqué dans ta café à quel point on aime en parler. Ils sont parfois tout aussi surprenants dans leur fragilité et dans les limites qu'ils peuvent avoir, qui seraient insoupçonnées quand on commence à découvrir le sujet. Et c'est aussi ce que j'aime bien, moi, perso, dans Tech Café, c'est qu'on arrive à suivre tous ces sujets-là grâce à toi. J'espère que c'est le cas aussi de nos auditeurs. On termine au sujet de Google, Guillaume, parce qu'il y a Oui, un petit bad buzz, hein, oui, qui est voilà, pas c'est IA, pas technologique, pas mais tout à fait IA, mais c'est vrai qu'on peut, pour conclure l'événement Pixel avec ce mini scandale autour du programme Team Pixel, qui est d'ailleurs pas directement géré par Google, puisque ça, il sous-traite ça à Thousand Heads, qui est une boîte de relations publiques, hein, qui s'occupe en gros de recruter des influenceurs, des ambassadeurs, hein, comme ils disent, pour occuper le terrain en ligne. Et puis, bah, voilà, faire de la pub pour les pixels. Voilà. Parce que les ambassadeurs de la Team Pixel recevraient des appareils gratos, mais ils devaient en parler bien et ne pas préférer des téléphones d'autres marques. Sinon, bah, plus de Team Pixel, donc plus d'avantages et tout ça. Et ça, c'est écrit noir sur blanc, hein, cette préférence, et ça veut dire que les membres de la Team Pixel, bah, en gros, faisaient de la pub, parce qu'ils sont pas libres de dire ce qu'ils veulent sur les téléphones. Et donc, le scandale vient du fait que les clauses de ce contrat ont été rendues publiques et qu'elles ont été interprétées sur les réseaux sociaux comme étant applicables à tout le monde, à tous les gens qui recevaient des téléphones Pixel pour en parler en ligne et pour le test. La formulation était peu claire, et on a cru que Google, du coup, faisait du chantage aux testeurs. Mais c'est pas le cas. Il y a des médias comme The Verge ou Marcus Brownlee, hein, qui ont tout de suite annoncé qu'ils ne faisaient pas partie de la Team Pixel, et que du coup, Google n'imposait rien du tout. D'autres, par contre, qui faisaient partie de la Team Pixel, s'en sont retirés après les révélations. Bon, bah, c'est chacun. Donc l'un dans l'autre, c'est un malentendu, hein, finalement, mais c'est un malentendu qui met quand même en lumière le flou autour de certains influenceurs et le manque de transparence qu'on peut avoir, hein, de temps en temps sur les réseaux sociaux, parce que bon, finalement, personne ne vous interdit de faire partie de la Team Pixel et de profiter davantage, mais il faut bien alors stipuler que vous n'êtes pas un testeur vraiment indépendant, quoi, tu vois. Et c'est vrai que le mélange des genres avec les influenceurs, c'est toujours un sujet un peu délicat. ouais, je pense que il y a deux principaux trucs à retenir là-dedans. C'est que, d'une part, Google a merdé dans ses coms et dans les éléments de formulaire d'ailleurs, hein, enfin vraiment, et je pense qu'ils l'ont reconnu. La deuxième chose, c'est qu'on fera assez rapidement l'erreur de considérer qu'un testeur et un influenceur, c'est la même chose. Et je peux comprendre que dans le cas de YouTubeurs, notamment, il puisse y avoir un flou. Ça amènera, j'imagine, à continuer à être plus vigilant et peut-être à entretenir les éléments de législation pour encadrer tout ça. On le suivra ensemble. Merci Guillaume pour cette couverture de cette annonce des Pixels 9 qui nous ont permis de parler de plein d'autres choses, mais on va continuer à parler de plein d'autres choses et plus particulièrement d'intelligence artificielle. Je fais juste une mention très rapide, Guillaume, est-ce que tu es allé au cinéma cet été? Eh ben non. Ah ben Eh ben, si, une fois, je suis allé ah, voir quoi? Je suis allé voir Vice Versa, je crois, Vice Versa 2. oui, très bien. Alors, j'ai pas vu Vice Versa, j'avais vu le premier, il faut absolument qu'on aille le voir en famille. J'ai été voir, parce qu'on avait fait un épisode d'un podcast excellent qui s'appelait Paraculte. J'ai été voir un film, le dernier film de la saga Alien, c'est Alien Romulus. Bon, moi, vous savez, hein, je fais partie des 3-4 personnes dans le monde qui ont adoré, Oui, bon, bien pour aimé éviter que ce podcast ne Prometheus. dure 4 heures, on va pas en parler, mais Tu veux pas que j'arrive trop longtemps, je te comprends. Bref, j'ai adoré Romulus, et il y avait bah, évidemment notre acteur qui a été repris dedans. Bon, c'est évidemment à la mode et ça commence à s'appliquer de plus en plus. Il est grand temps, Guillaume, que tu nous mettes à jour sur ce qui s'est passé en matière d'intelligence artificielle, de génération d'images, même de vidéos. Qu'est-ce qui se passe?
Bah écoute, je sais pas s'ils ont utilisé Flux pour remettre Yann. C'est Yann Holm, c'est ça qu'ils ont remis dans Romulus, Yann c'est ça? Holm, qui est l'androïde du premier Alien. Ouais, c'est ça. Donc Sujet à débat. Alors, donc effectivement, j'ai vu passer ce truc-là. Bon, apparemment, remettre des acteurs morts ou très vieux, enfin, jaunis, bon, voilà, c'est un truc qui va devenir la routine, hein, je pense, plus ou moins. Dans un avenir proche, bah, c'est plus ou moins déjà le cas, et c'est vrai que, bah oui, la génération d'images a encore évolué cet été. Il y a quand même eu un pas qui a été franchi, je pense. Parce que le monde a un nouveau générateur d'images open source, et c'est ce que Stable Diffusion 3 aurait dû être. Et même c'est tellement ça que ça en est finalement assez triste. Enfin, pour Stability AI, quoi. Hein. Parce qu'on rappelle donc que Stable Diffusion 3 est sorti en juin dernier, dans un état lamentable, avec une licence d'usage ultra restrictive qui lui a valu un bannissement de CivitAI, principal site de partage de modèles de Stable Diffusion, donc c'est-à-dire plus ou moins la mort du truc. Et depuis, évidemment, Stability, qui était en grande difficulté financière, on l'avait dit, s'est trouvé des fonds. Il a changé aussi les conditions de licence de Stable Diffusion 3 pour quelque chose de beaucoup plus sensé, on va dire. Il n'y a plus de limite de génération, les fine-tunes sont plus inquiétés, tout ça. Accessoirement, ils ont aussi promis une prochaine version qui sera peut-être capable de représenter des gens sans difformité, ce qui est assez cool. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop tard, parce que là, leur problème, il s'appelle Flux. Et Flux, il est créé par une autre boîte qui s'appelle Black Forest Lab. Une nouvelle boîte, oui ou presque, parce que c'est quand même une boîte qui regroupe les 3/4 des cerveaux de Stability AI, et accessoirement presque tous les inventeurs des modèles de diffusion pour la génération d'images. Voilà, en gros, c'est les papas de Stable Diffusion premier du nom, voilà, c'est des spécialistes de la diffusion, des style guns, de la rectification des flows, tout ça. Bon, voilà, c'est un petit peu tout le gratin est chez Black Forest, on va dire. Et donc, leur premier-né, c'est Flux, qui est très très bon. Voilà, il est globalement au niveau de Midjourney 6, peu ou prou. Il existe en 3 versions, une commerciale, une de développement, qui est totalement téléchargeable et utilisable, mais qui est uniquement à but non lucratif, dont la qualité est très proche de celle de son grand frère d'ailleurs, et une version rapide qui s'appelle Flux Schnell, qui est totalement libre, utilisable même pour des projets commerciaux. Et même Schnell, qui est celui qui fait quand même le plus de concessions sur la qualité, est déjà très bon. C'est une amélioration notable par rapport à SDXL, qui est le standard un peu open source actuel. Parce que il suit les prompts complexes, il fait des compositions relativement compliquées, relativement développées, vous pouvez expliquer des trucs assez complexes. Il est bien meilleur avec les textes aussi, et surtout avec les mains. C'est un modèle qui sait faire des mains. Flux, d'ailleurs, n'a aucun problème avec l'anatomie. Il donne facilement de très bons résultats, avec ou sans humains. Il donne de très beaux paysages et de très beaux personnages. C'est un Diffusion Transformers, qui est d'ailleurs très proche dans sa structure de Stable Diffusion 3. Et il a été pondu par les papas de SDXL, donc c'est carrément la relève. Et c'est carrément ce qu'aurait dû être Stable Diffusion 3. C'était ce que tout le monde attendait et qui a été accompli par une autre boîte, malheureusement, que Stability, qui doit se ressaisir pour rester pertinente sur le secteur de la génération d'images, vraiment pour l'instant. Alors, tout n'est pas parfait. Flux a un gros défaut, c'est qu'il est gros. Précisément, il fait 12 milliards de paramètres et c'est un modèle qui utilise en plus un modèle de langage assez lourd par-dessus pour interpréter les prompts. Il n'y a pas de secret, il comprend mieux ce que vous dites, mais c'est aussi un gros modèle de derrière, donc c'est Tessent XXL qui est derrière. Et donc, dans sa version originale, il est accessible qu'à de très grosses configs. Et en plus, on pensait que les fine-tune et les LoRa seraient plus compliqués à faire parce que le modèle est censé être plus instable que Stable Diffusion, moins bien résister aux modifications, mais ça, c'était au début. Et en réalité, les amateurs de génération d'images ont dû se mettre à ce que les amateurs de modèles de langage connaissent bien désormais, c'est la compression de modèle. Parce que avec 16 bits par poids, le modèle est beaucoup trop lourd pour quasiment tout le monde, mais on est très vite passé à 8 bits par poids, et même 4 bits par poids, et même maintenant tous les intermédiaires. Donc ça veut dire que c'est 4 fois plus petit, et du coup Flux est utilisable par beaucoup plus de configurations, dont la mienne. Et donc j'ai testé Flux compressé en GGUF, voilà, comme moi ma préférée, et ça marche très bien. Mais ça reste quand même assez long et plus long que SDXL. De manière générale, Flux est plus long à la génération que XDXL et plus lourd à gérer, mais il est aussi à un autre niveau. Et c'est vrai que les craintes vis-à-vis des modifications sont un peu exagérées, parce qu'il y a des LoRa et des fine-tune qui commencent à arriver. Et puis bon, l'engouement clairement est évident sur le web, c'est évident. Je veux dire, le subreddit qui s'appelle Air Stable Diffusion, il y a un post sur 3 qui est consacré à Flux. Ils vont devoir changer de nom à un moment d'ailleurs, si ça continue comme ça. Et bon, en fait, ce modèle a tellement de potentiel que, limite, ça interpelle, parce qu'il y a déjà une variante qui a été créée, qui est spécialisée dans le photoréalisme, et qui est capable de produire des images qui sont tellement crédibles, tellement facilement, que c'est même inquiétant, quoi. Par exemple, on a des selfies d'identification pour valider son identité sur les réseaux sociaux, tu sais, ou sur OnlyFans, par exemple, t'es obligé de te prendre une selfie avec le nom, écrit, machin, de ta main, tout ça. Mais ça, c'est plié, c'est fait. Générer des filles qui font un selfie avec leur nom, avec un identifiant sur un post-it qu'elles tiennent comme ça, c'est fini, il n'y a aucun problème. Et les mains sont bonnes, il n'y a pas de souci.
Il faut vraiment chercher parfois pour trouver des indices que c'est synthétique, c'est impressionnant. On sent que Flux, c'est le pas d'après des générateurs open source, et pourtant il repose sur les mêmes bases techniques que Stable Diffusion 3, donc c'est vraiment ce qu'il aurait pu être, et c'est pour ça que c'est dommage et que c'est un peu triste pour Stability. Cerise sur le gâteau, Black Forest prépare un générateur vidéo, et les quelques mini-extraits qui passent un petit peu comme un teaser sur le site sont très prometteurs, et donc on pourrait s'autoriser à rêver un Sora dont peut-être une version serait open source. D'ailleurs, d'une manière générale, la génération de vidéos aussi s'améliore. Cet été, ça s'est pas mal démocratisé, avec Runway Gen 3 qui a lancé la possibilité de créer des vidéos à partir d'une image. Il marche très bien, c'est même plus stable et encore meilleur qu'avec un texte. Kling et Luma donnent des vidéos virales régulièrement, les gens s'en emparent. Je parle même pas des deepfakes vidéos en temps réel, on en reparlera dans le supplément, mais il y a eu pas mal de... Voilà, il y a eu aussi des améliorations là-dessus. Excellent. Stability, est-ce que on pourra trouver le salut dans la génération de 3D, Guillaume? Comme on disait, en matière d'image, Stability AI est plus vraiment à la pointe pour le moment. Alors, il pourrait faire une remontada avec Stable Diffusion 3.5, mais d'ici là, Stability fait aussi d'autres choses pour se différencier, et essayer sans doute de se faire un petit peu de pognon, si possible. Donc, on avait Stable Audio, Stable Video Diffusion, dont ils n'avaient pas fait grand-chose. Et puis, finalement, il y a eu aussi, cet été, il y a eu l'annonce de Stable Fast 3D. C'est une version très rapide, un générateur de modèles 3D. Ils avaient déjà tourné un petit peu autour du sujet avec TripoSR. Et ça a pas mal avancé. En termes de qualité, c'est quand même mieux fini que TripoSR. Et surtout, c'est très rapide. Ça met une demi-seconde à se générer à partir d'une simple image. Donc c'est ça le truc, c'est vous donnez une image et puis il vous donne un modèle 3D de ce que vous lui avez demandé en 0,5. En 0,5 secondes avec la texture, mais aussi les matériaux. Normalement, vous pouvez refoutre ça dans un logiciel standard, type Blender ou quoi que ce soit. Et puis voilà, et tout ça est libre, c'est disponible sur GitHub là tout de suite. Ça marche avec une carte graphique milieu de gamme, on va dire, donc c'est à tester. Et c'est éditable, donc moi je serais curieux d'avoir des retours des personnes qui bossent dans la 3D, dans la conception, notamment dans les jeux vidéo, etc. Est-ce qu'on n'est pas là à l'aube de quelque chose qui pourrait faire gagner du temps dans de la production? Alors, je me rends pas compte. Juste, attention, pour l'instant, vous lui donnez pas... vous lui donnez pas une photo de votre pièce et il vous fait la pièce dans tous les détails, tout ça. Non, oui. C'est plutôt pour des objets assez simples. Vous faites un chapeau, vous faites un dinosaure, je sais pas. Pour faire des accessoires, des trucs pour peut-être peupler les scènes 3D avec des accessoires, des trucs un petit peu de décor. Peut-être que ça peut être utile. Effectivement, il faudra demander à un pro si la qualité est suffisante, on va dire, pour ce genre de truc. Ouais, si on a une photo de Spider-Man, il nous fait pas un Spider-Man en 3D pour un personnage principal d'un jeu vidéo. Si, ça il ferait, mais alors est-ce que la qualité par contre serait suffisante pour que ce soit le personnage principal d'un jeu PS5? C'est pas forcément clair ça. C'est pas gagné, ok. Bon, très bien, on continue dans la génération d'images, Guillaume. Oui, pour conclure, même avec la génération d'images, je peux mentionner qu'Imagen 3 est de retour. Le générateur d'images de Google fera plus de nazi noir apparemment, mais il peut être utilisé dans la AI Test Kitchen. Alors la qualité est très bonne, elle est même préférée à Midjourney, si on en croit le rapport technique officiel. Il génère des images en résolution nominale de 1024 par 1024, comme Flux d'ailleurs, je n'ai pas mentionné. Mais on peut upscaler jusqu'à 8 fois, et les exemples d'upsampling 4 fois sont assez convaincants. C'est un modèle qui est en plus très doué pour suivre des prompts complexes, là encore comme Flux. On va dire que c'est un petit peu la nouvelle norme, c'est de suivre les prompts de manière assez rigoureuse, comme le fait déjà DALL-E 3, mais comme maintenant on a aussi ils ont plus de trucs pour ça avec Flux et Imagen. C'est un modèle qui refusera de générer évidemment quoi que ce soit de non consensuel. Bah oui. Qui évitera, qui évitera plus ou moins tout type de machin copyrighté. Mais bon, c'est vrai que si vous êtes un peu patient, vous pourrez quand même lui faire générer Mario ou Sonic. Ça marche encore. C'est très difficile vraiment de contrôler un modèle génératif. Mais bon, Imagen est de retour, donc tout le monde a son générateur d'images personnel maintenant, on a l'embarras du choix. C'est bien, ça fait de la concurrence, et puis on continue aussi dans les évolutions des modèles de langage avec notamment Llama 3.1 qui a été présenté, c'était quoi, début de l'été, Guillaume ? Oui, début de l'été, il y a eu beaucoup de choses en fait cet été sur le front des modèles de langage open source, et presque d'open source, puisque l'été a été chaud. Pour les modèles historiques même presque, puisqu'on a désormais disponible en open source des modèles qui sont compétitifs avec les modèles commerciaux. Ça y est. Donc Meta a sorti un Llama 3.1 en 405 milliards de paramètres, qui est énorme, mais qui est compétitif avec GPT-4. Et notre Mistral national a répliqué avec son Mistral Large, qui est lui aussi compétitif. Tous deux sont librement téléchargeables, et pour peu que vous ayez la machine pour, ou que vous soyez vraiment super patient, vous pouvez avoir sur votre machine un chatbot GPT-4 aussi puissant que GPT-4. Meilleur même que certaines versions antérieures de GPT-4, qui est pas très loin de Claude 3.5. C'est fou, Donc c'est quand même fou.
Des deux, évidemment, c'est le modèle Mistral qui a ma préférence. Il est 3 fois plus petit et il est aussi efficace. Il est même très multilingue et il est accessible. Il est un peu plus accessible. Après, il est vraiment très gros, hein, puisqu'il fait quand même si vous le compressez, il vous fera une petite centaine de gigaoctets de RAM. Mhm. C'est quand même beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui a une centaine de gigaoctets de RAM, même sur son, même sur son CPU. Mais bon, tout dernièrement, on a eu aussi la sortie de Grok 2, de XAI, donc qui officie sur X, hein, cette fois. Grok 2, il va utiliser d'ailleurs Flux comme image, comme générateur d'image, puisque donc voilà, en gros, comme GPT-4 a DALL-E 3 pour générer les images, ben Grok 2 lui adopte Flux en attendant d'avoir probablement son propre générateur. Mhm. Et du coup, Grok 2, est-ce que c'est mieux par rapport à Grok 1.5, hein? Ben, Grok 1.5 était un gros modèle qui avait des performances honnêtes, mais pas, disons, pas état de l'art, alors que Grok 2, lui, apparemment, c'est quand même une nette amélioration, et il est tout à fait compétitif avec les ténors du moment, c'est-à-dire Claude et GPT-4o. Grok 2, donc, c'est une étape qui est même d'ailleurs très importante, je pense, pour XAI, parce qu'avec lui, ils deviennent vraiment crédibles en tant que boîte d'IA de premier plan. C'est quand même une performance, je trouve, parce qu'ils sont arrivés assez tard sur le secteur, mais là, ils ont quand même un modèle qui est compétitif et c'est impressionnant. Alors d'autre part, on se souvient non plus qu'Elon Musk avait promis que les Grok seraient open source et le premier Grok avait effectivement été ouvert. Donc on peut espérer que le 2 le soit aussi. Donc à suivre, hein. En attendant, Grok 2 c'est un bon modèle et surtout c'est un bon modèle qui est pas cher à utiliser. Tout simplement parce qu'il est proposé au prix d'un abonnement premium à X. Et ça, c'est quelque chose comme moins de 10 balles ou 10 balles, moins de 10 balles, je sais plus. Et pour le prix, vous pouvez utiliser Flux et Grok 2 comme vous voulez. C'est un modèle qui est donc très accessible, on va dire, et qui est très très peu censuré. Et Flux aussi d'ailleurs est très très peu censuré, hein, il génère un petit peu ce que vous voulez. Célébrité, arme à feu, Mario, Mickey, Biden, cocaïne, et tout ça combiné, il n'y a rien qui lui fait peur. Ce qui pourrait d'ailleurs être encore un problème vis-à-vis de l'Europe, un de plus, hein, dans un futur proche. Mais bon, c'est vraiment intéressant de voir effectivement que Grok 2 est encore... ça devient une sorte d'outsider crédible, quoi. Alors là, on a parlé des très très gros modèles, on va dire, mais de fait, c'est des modèles top niveau, mais il y a aussi eu de l'arrivée de petits gabarits cet été, qui sont presque plus intéressants finalement, parce qu'ils sont vraiment accessibles à tout le monde. Et là, il y a encore Mistral, donc, hein, les Français de Mistral, qui ont aussi sorti un petit modèle relativement petit qui s'appelle Mistral Nemo, qui a été fait en collaboration avec Nvidia et qui est très accessible puisqu'il a que 12 milliards de paramètres, hein. Ça veut dire qu'avec une petite dizaine de gigaoctets de mémoire, vous pouvez le faire tourner. Donc il est accessible à des PC milieu de gamme, disons, avec une GPU 12 Go de RAM, voilà, ça le fait tourner sans problème très vite, donc c'est quand même pas mal. Encore plus accessible, vous avez Gemma 2 de Google qui est arrivé en version 9 milliards de paramètres et qui est en compétition un petit peu avec Nemo pour être mon modèle favori. C'est tous les deux des modèles qui sont très bien multilingues, qui parlent les langues européennes, qui parlent français très bien. Google, alors Gemma 2, il est même un petit peu plus petit que Nemo. Il est accessible à pratiquement tous les PC, quoi. Mais il y a encore plus fort, puisque Google a sorti dernièrement une version minuscule, à 2,6 milliards de paramètres de Gemma 2. Et alors là, ça tourne carrément sur un téléphone. Et donc, voilà, c'est quand même fou. Alors, s'il y avait trop... Alors déjà, il y a beaucoup de choix, j'ai déjà cité pas mal de trucs, mais en plus, Meta a aussi mis à jour les plus petits lamas, en version 3.1. Ils ont sorti le gros truc en version 3.1, puis ils se sont dit, on va faire une petite mise à jour aussi des petits, donc il y a le 70 et le 8 milliards de paramètres qui ont aussi été mis à jour, qui sont donc aussi meilleurs. Donc voilà, ça fait l'embarras du choix. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'il faut se rendre compte de la prouesse que c'est quand même. Parce que aussi bien le petit Lama 3.1 que Mistral Nemo, que Gemma 9B, sont des modèles que pratiquement n'importe qui peut exécuter sur sa machine. Et ils sont meilleurs que GPT 3.5, c'est-à-dire que ChatGPT original, celui qui est sorti en fin 2022. Donc le truc qui, en 2022, que vous utilisez sur votre navigateur, et qui demandait 350 gigaoctets de mémoire sur des serveurs monstrueux, ben là, maintenant, vous le faites tourner sur votre PC. Quelle évolution. Et même le petit Gemma 2, le tout petit modèle Gemma qui tourne sur des téléphones, il doit pas être loin du niveau de GPT-3, hein. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous passez un fichier de 2 gigaoctets, ce qui tourne sur un téléphone milieu de gamme, vous avez un truc qui est comparable à ce qui est demandé 350 gigaoctets de mémoire il y a 2 ans. Ça va devenir comme Doom, hein. C'est quand est-ce qu'on pourra faire tourner un chat GPT dans ton aspirateur, ça commencera à être les exploits du futur, tu vois. Je commence à faire de la prospective.
Et puis, bon, bah, il n'y a pas que les modèles de langage qui évoluent, il y a aussi les stratégies un peu commerciales. Et ça, on le savait, mais OpenAI aimerait bien marcher un petit peu plus sur les plates-bandes de Google, sur leur cœur de métier, Guillaume, la recherche. Oui, alors vous avez peut-être remarqué que je parle beaucoup de beaucoup de choses, de beaucoup de monde en matière d'IA, mais pas directement d'OpenAI. Et alors, Tu qu'est-ce parles qu'ils pas beaucoup foutent? d'OpenAI. Qu'est-ce qu'ils foutent, Guillaume, Eh ben, alors? ils dorment, parce que c'est vrai que Sora, il est toujours aux abonnés absents. La voix de GPT-4o, pareil. GPT-5, j'en parle même pas, on n'a aucune nouvelle. Et puis ben, les gros titres sur OpenAI, c'est surtout à propos des gens qui partent. Dernièrement, on a eu John Schulman, qui est un des cofondateurs, qui est parti travailler chez Anthropic. On a eu Greg Brockman, un autre fondateur, qui est parti en congé sans solde, lui. Donc dans son cas, c'est pas pour passer chez la concurrence, donc c'est déjà ça. Donc il est juste parti pour prendre du temps pour lui, c'est ce qu'il dit sur X. Donc raison personnelle, on va pas spéculer dessus, mais bon, c'est quand même un personnage clé qui sera pas là pendant au moins les 6 prochains mois. Et on a commenté ici, avant même les vacances, les autres départs marquants d'OpenAI. Entre tout ça et l'article de The Information qui explique qu'il pourrait avoir 5 milliards de pertes à la fin de l'année, c'est pas la période la plus faste pour l'entreprise /ONG qui essaie quand même de faire de l'argent. L'ONG qui cherche à faire du fric, c'est ça que c'est. Et pourtant, fin juillet, ils avaient annoncé une fonction assez flashy qui s'appelle SearchGPT, effectivement, qui est un hybride entre ChatGPT et un moteur de recherche web. Et oui, vous avez reconnu peut-être une idée qui est fondamentalement pas du tout nouvelle, puisqu'elle est quand même très proche de Bing Chat ou de Perplexity, voire de la recherche générative de Google. OpenAI se lance donc en dernier sur la recherche en langage naturel, la recherche web en langage naturel. Alors vous posez une question, comme un pote, et puis il vous répond gentiment et poliment en rajoutant des informations issues du web en temps réel, et en citant ses sources. Et donc, la différence entre Bing Chat ou même avec ChatGPT qui utilise Bing et SearchGPT, elle n'est pas complètement évidente. Alors le diable sera dans les détails. Peut-être plus, est-ce que ce sera plus fiable, est-ce que ce sera plus pertinent, je sais pas. Si un jour cette fonction finit par être ouverte au public, on verra, parce que la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas le cas, et donc SearchGPT rejoint la grande famille des Arlésiennes d'OpenAI. Pour le moment, c'est un petit peu dommage. La recherche générative, c'est délicat, entre soucis de précision et de factualité confère Google, les accusations de plagiat confère Perplexity, et les grosses questions de conflit d'intérêts avec Microsoft et Bing, carrément. Je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà. En tout cas, ça a été plutôt un été pépère chez OpenAI. Eh ben écoute, à suivre. L'avenir n'est pas forcément toujours radieux, mais j'imagine qu'ils vont arriver à rebondir. Tu vas voir, il va y avoir plein d'annonces. Je leur fais confiance, ils savent faire. On va en profiter, Guillaume, parce que l'été, c'est l'été des conflits juridiques aussi. Je me rappelle, il y a de ça quelques années encore, en plein été, il y avait Fortnite qui se faisait dégager de l'App Store. Ça m'a marqué, mais ça arrivait comme ça en plein milieu de l'été. C'était quand même un gros sujet, puis il y a eu plein de rebondissements. J'en profite pour dire, ça y est, Fortnite est de retour comme promis sur iPhone et sur Android grâce à l'Epic Store, grâce aux directives européennes. Mais en attendant, on va parler de ce qui s'est passé en cet été 2024. Et tu parlais d'OpenAI, qui, en plus de pas forcément avoir un avenir radieux, Guillaume, a quelqu'un qui leur colle au basque un peu et qui veut les embêter. Colle, hein. C'est Elon Musk. Ouais, ça colle fort. Ça colle. Bah oui, vous l'attendiez tous. C'est la rubrique des procès de l'été, bien entendu. Et voilà, bien entendu, Elon Musk qui a une place de premier plan, parce que les procès, c'est sa grande passion. Et que justement, entre autres, il attaque donc OpenAI. Alors, il a réattaqué OpenAI, puisque il avait déjà déposé plainte il y a quelques mois, une plainte qui sortait de nulle part, qui avait été annulée d'ailleurs sans aucune explication. Et cette fois, c'est le retour de la vengeance, épisode 2, à Elon Musk attaque OpenAI pour tromperie, voire d'une certaine manière pour extorsion de fonds, presque pour abus de faiblesse. Parce que l'argumentaire d'Elon, c'est qu'il aurait à tort accordé sa confiance à un bonimenteur nommé Sam Altman, qui lui aurait donné beaucoup d'argent sur de fausses promesses et qu'il n'aurait jamais eu l'intention de les tenir, ces promesses. Exactement comme ta mamie désœuvrée, une terne après-midi d'octobre, qui aurait acheté pour 2000 € de torchons microfibre en vendeur itinérant, tu vois, un petit peu. Comment tu sais que ma grand-mère a fait ça? Ça m'impressionne. Toutes nos grand-mères ont fait ça un jour. Oh merde. Et Elon a effectivement cofondé OpenAI et a injecté 44 millions dedans. Ouais. Au début, c'est vrai, OpenAI était censé être une ONG, ne pas chercher à faire de bénéfices. La plainte porte sur le fait qu'OpenAI est devenue une entreprise normale, globalement, qui vend ses produits, et que ça aurait toujours été le but d'Altman, qui donc aurait menti à Elon Musk en lui faisant croire qu'il était d'accord avec le côté ONG, tout en se préparant à un avenir commercial, toute d'opulence clinquante comme ça. L'accord avec Microsoft étant d'ailleurs la plus grosse preuve qu'Elon Musk a été floué. Cet accord opaque permettait à Elon Musk d'amorcer comme ça dans l'ombre la transition vers son funeste objectif. Au fil des mois, on a quand même eu le droit, on a eu le droit à des sons de cloche un petit peu différents, on va dire.
des histoires un petit peu différentes, il me semble, puisqu'effectivement, Elon a injecté beaucoup d'argent dans OpenAI, au début, c'est vrai, mais il était aussi persuadé que ça serait pas suffisant pour attraper Google, par exemple. Et à un moment, il a donc voulu reprendre OpenAI, entre guillemets, via Tesla, ce que les autres cofondateurs ont refusé, puisque ça lui aurait donné de fait le contrôle sur la boîte. Là-dessus, Elon est parti en mauvais termes avec tout le monde, et la suite, on la connaît, hein, ChatGPT, XAI, etc., du côté Musk, etc. Donc, nouvelle plainte, donc je sais pas du tout comment elle va pouvoir être plaidée, mais bon, c'est pas la seule plainte d'Elon qui va être difficile à défendre en cours, hein, loin de là. Parce que OpenAI, c'est pas sa seule cible en plus. Hein. Il s'ennuie pas, Elon Musk, cet été. C'est même pas il la s'ennuie plus jamais, grosse mais cible. pas cet été. Non, parce que si la plainte de Musk contre OpenAI peut sembler un peu tirée par les cheveux, attendre de voir celle qu'il a déposée contre des grandes marques. Il les accuse de boycott illicite contre X sur le plan de la publicité. Oui. Précisément, X attaque la Fédération mondiale des publicitaires et plusieurs énormes boîtes. Excusez du peu, hein, Unilever, Mars, CVS Santé. CVS Santé, c'est la plus grosse chaîne de pharmacie et de parapharmacie du pays. Du pays, enfin des États-Unis, de leur pays. X les attaque pour abus de position dominante, hein, parce qu'ils se seraient concertés pour ne pas faire de publicité sur X, le privant ainsi de milliards de dollars de revenus et menaçant son existence même. Donc, c'est fou à quel point dans l'esprit d'Elon Musk, quand les gens ont tous le même avis, c'est qu'ils se mettent d'accord, tu vois. Ah ben oui, c'est ça, ils se mettent d'accord, hein, ils complotent dans l'ombre contre toi. Il me semble que c'est un truc qui... je crois que ça commence par un P, ça commence par para, ça finit par noia, un truc comme ça, je sais pas. Enfin, cette entente illicite tomberait, selon les avocats de Musk, sous le coup du Clayton Act. Les accusés devront être forcés de reprendre leur publicité sur X et même de payer des dommages et intérêts proportionnels aux dommages subis par le petit oiseau bleu, peu cher. Linda Yaccarino parle même, elle aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas qu'Elon, carrément, Linda Barback est bien obligée, hein, c'est quand même la PDG. Donc elle parle de boycott illicite et Musk tweet qu'après avoir essayé la diplomatie pendant 2 ans, c'est désormais la guerre. Donc la diplomatie, apparemment, chez Musk, ça consiste à dire à ses interlocuteurs d'aller se faire foutre. Confère les nombreux épisodes précédents de ce podcast et de plein d'autres choses. Alors c'est la dernière procédure en date d'une longue série, puisqu'il avait déjà attaqué Media Matters, hein, et le Centre pour la lutte contre la haine en ligne, qui avait osé pointer du doigt le très légère faille de modération sur le réseau. Mais cette fois, on est plus loin encore dans le délire quand même, parce que on poursuit pas des petites assauts par-ci par-là. On poursuit Unilever et Mars, hein, et des dizaines d'autres en fait, hein, parce que ça c'est vraiment que le début. Et pourquoi ? Parce que les grandes marques n'auraient pas le droit de choisir comment et où faire de la publicité, tu vois, elles seraient obligées de faire de la pub partout, je sais pas, et donc là, je sais pas pourquoi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les experts sont pas super optimistes pour X, hein, parce qu'il y a quand même une experte de l'école de droit Vanderbilt qui dit que le dossier est, je cite, très faible, juridiquement parlant. Étonnamment, le premier amendement s'applique aussi aux marques, qui ont donc une liberté d'expression, ou de non-expression d'ailleurs, sur un réseau ou un canal particulier. Mais surtout, techniquement, il y a des choses à prouver pour X, hein, parce qu'il attaque pour entente illicite et antitrust. Donc il va falloir prouver qu'il y a entente du coup. Mais déjà, et alors que les marques n'ont pas du tout besoin de s'entendre évidemment, parce que chacune peut très bien, et pour des raisons tout à fait compréhensibles, compréhensibles par tous ceux qui utilisent Twitter, choisir indépendamment de ne pas associer leur image au contenu du réseau. Et côté antitrust, pour gagner, il faut prouver que justement le boycott, cette entente, a effectivement nui à la compétition, et au final aux consommateurs. Parce que l'antitrust, c'est fait pour protéger la compétition. Donc c'est fait pour protéger tout le monde, mais pas une boîte en particulier. Donc que le boycott mis à X, c'est pas un argument suffisant du tout en antitrust. Et pour finir, même à supposer que X réussisse à convaincre sur ces 2 points, il reste le problème du premier amendement. Une entente concertée, en fait, elle pourrait même être protégée du moment qu'elle exprime quelque chose, comme une opinion politique. Or, même si les marques sont concertées, admettons, elles peuvent opposer que c'est leur choix de ne pas être d'accord avec les valeurs qui circulent sur X. Et si c'est politique, ça devient tout de suite délicat, parce que la liberté d'expression, elle va dans les 2 sens, et que du coup, c'est une expression d'une opinion politique. Donc si on additionne tout ça, c'est loin d'être gagné pour X, qui est manifestement aux abois, hein. Tu attaques pas Unilever avec un dossier aussi approximatif si t'es pas vraiment désespéré. Donc moi je prends ça comme un symptôme que X va vraiment très mal en réalité. En disant au passage, hein, c'est pas, j'ai pas gardé la citation exactement en tête, mais vis-à-vis de Thierry Breton, il lui a clairement dit d'aller se faire foutre en arrivant à pas le dire, ce qui commence à être une dérive sur Twitter pour la position d'un responsable d'un réseau social comme ça, un peu problématique. Et puis les procès, il n'y a pas qu'Elon Musk qui nous fait parler de procès. Il y a aussi cette arlésienne, Guillaume, ce sujet qu'on suit depuis un moment maintenant, celle du procès contre Midjourney, et ça continue. Oui, on va revenir un petit peu sur les procès contre les images et la musique générative, parce qu'il y a 2 procès importants qui sont très différents dans le profil de ceux qui attaquent, quand même, mais qui sont vraiment liés, quoi.
Alors le premier, chronologiquement, il a été intenté par des artistes contre Midjourney, Runway et Stability AI. Et le second, il est intenté par les majors de l'industrie musicale contre Suno et Udio. Alors les deux peuvent créer des précédents qui auraient des conséquences importantes évidemment sur les futurs outils IA et leur entraînement, et paradoxalement pas forcément des bonnes conséquences pour les artistes d'ailleurs, j'ai l'impression, mais bon. C'est un sujet complexe et assez délicat. Alors le premier procès contre les générateurs d'images, il avait quand même très mal commencé avec une incompréhension factuelle de comment fonctionnent les générateurs. Ils avaient écrit dans la plainte que ça compressait des millions d'images copyrightées, et puis après ils faisaient des espèces de collages à la demande, comme autant de plagiat finalement. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a aucun modèle qui enregistre, même en compressé, les images de son set d'entraînement. De toute façon, c'est juste pas possible. Il suffit de voir la taille des fichiers, c'est pas compliqué. Et c'est pareil pour les générateurs audio du reste. Et le juge avait d'ailleurs rejeté la plainte en l'état, et cette plainte avait été changée. Donc désormais, il y a comme toujours l'utilisation sans autorisation d'œuvres protégées pour l'entraînement, et même l'usage des noms d'artistes pour faire la promotion de Midjourney sans aucun consentement. Et là, c'est vrai que c'était quand même pas très très malin de leur part, puisque Midjourney avait fait une liste de 4700 styles artistiques avec les noms des artistes qu'ils avaient recensés, et ils encourageaient les utilisateurs à utiliser ça. C'était pas forcément très habile, parce que voilà, ça montre que vraiment tu peux faire des plagiats de tel ou tel artiste, on va dire. Et puis ça, implicitement, en tout cas pour les artistes, c'était comme s'ils étaient d'accord, alors que pas du tout, tu vois, ça pouvait faire croire qu'ils étaient d'accord, alors que pas du tout. Alors la nouvelle plainte a été validée par le juge William Horrick, donc il y aura bien un procès. Alors que Midjourney et Runway demandaient un abandon pur et simple des charges, qui était pour eux injustifié, et on en était là. En fait, on n'était pas sûr qu'il y ait carrément un procès, et finalement, si. Il y aura un procès, les plaignants prennent ça d'ailleurs comme une grande victoire, même si rien n'est gagné, le procès peut avoir lieu, mais bon, évidemment, il reste à le gagner. Et c'est pas fait, parce que la question cruciale, c'est quand même cette notion de fair use des données, c'est-à-dire même copyrighté, est-ce qu'on peut utiliser des données pour entraîner des IA ? Et c'est le même argument qui concerne aussi Suno et Udio pour leur propre procès sur la génération musicale. Et d'ailleurs, Suno et Udio, donc qui deviennent des studionos, ils sont vraiment ensemble et je pense qu'ils vont vraiment plaider ensemble, ils ont répondu ensemble aux majors et d'une manière qui est assez convaincante finalement, puisqu'ils disent que leurs algorithmes produisent des musiques originales et pas des copies. Elles sont dans des styles connus, effectivement, mais comme un musicien humain pourrait imiter un style, le logiciel imite lui aussi un style qu'il a appris en écoutant, tout simplement. En écoutant ce qu'on lui a donné. Et en fait, un style, et ça je pense que c'est clair, un style en lui-même ne peut pas être protégé. C'est-à-dire qu'une chanson rock peut être protégée, mais le style rock ou le style jazz ou le style opéra ne peut pas être protégé. Et donc, cet entraînement, finalement, il rapproche ça de ce que fait un humain. C'est-à-dire, un humain, il écoute, il s'inspire, c'est pareil. L'algo, il peut pas apprendre à partir de rien, il apprend en écoutant ce qui existe. Donc, même si Udio utilise du contenu copyrighté, c'est pas encore très très clair s'ils ont admis ou pas, bon, je sais pas. En tous les cas, ce contenu copyrighté n'est jamais écouté par personne, l'algo l'utilise pour recréer des structures, et c'est tout. Une fois que l'analyse est terminée, qu'une majorité de structures ont été repérées, etc., après c'est tout, il n'y a pas de bibliothèque de chansons copyrightées qui est gardée, et que du coup pour eux, on utilise juste ces chansons pour l'analyse, et donc cette analyse vise à créer un outil qui ne produit pas des copies, mais qui rend un service différent, transformatif, qui est beaucoup plus large, et qui donc tombe dans le cas du fair use. Alors c'est un argumentaire que les générateurs d'images peuvent presque reprendre verbatim, parce que évidemment c'est à peu près la même chose, de toute façon techniquement c'est très proche finalement ce qu'ils font. Et donc il n'y a pas de bibliothèque d'images illégales qui sont stockées, c'est des images qui sont analysées, et le modèle produit des nouvelles images et non pas des copies. Et donc c'est un service nouveau, pareil, transformatif, utile pour les images, c'est pareil. Donc cet argument peut vraiment être plaidé en cours, je pense que c'est cet argument-là qui va être plaidé, et c'est un argument qui a déjà été plaidé, qui a déjà été utilisé avec succès. Et alors je pense qu'on en avait déjà parlé, mais Google en 2015 a fait exactement ça, et il a gagné son procès. Google était en pleine mise au point de sa recherche dans le contenu des livres, donc vous pouvez chercher le contenu vraiment des bouquins. Et donc, pendant son indexation, pour son indexation de cet outil-là, il a fallu évidemment qu'il télécharge, qu'il utilise des montagnes de livres, y compris des livres protégés, des livres copyrightés. Donc, comme aujourd'hui, la guilde des auteurs avait attaqué Google, mais Google avait gagné son procès, parce qu'il avait été jugé qu'il utilisait le contenu des livres pour créer un outil transformatif et très utile, qui était la recherche dans le contenu, et que cette recherche n'affichait simultanément que de très courts extraits du livre, et donc ne produisait pas de copie, et donc n'enfreignait pas les règles contre la copie.
Alors évidemment, l'aspect génératif des outils, cette fois, va compliquer les choses, puisque c'est pas juste des petits bouts, mais des images complètes ou des chansons complètes qui sont générées. Mais c'est la même logique globale, quoi. Donc c'est pour montrer que rien n'est joué. Voilà, je sais pas exactement comment ça va tourner, évidemment. Je suis un petit peu partagé sur ces deux procès en particulier, quand même, parce que globalement, on attaque des startups, hein, et en particulier, si on regarde les cas de Suno et Udio, c'est des startups qui sont quand même attaquées par des monstres comme Sony et Universal. Et c'est des majors qui cherchent surtout, et en premier lieu, à protéger leurs intérêts et leur contrôle sur le secteur de la musique. Protéger les artistes, à mon avis, c'est au mieux secondaire, hein. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si les majors gagnent? Admettons que les majors gagnent, ça va simplement renforcer encore leur pouvoir et exclure tout le monde du secteur, sauf ceux qui pourront me payer, les plus gros et les plus énormes. Effectivement, YouTube pourra toujours passer des contrats avec Sony et TikTok pourra toujours passer des contrats avec Universal. Mais la technologie sera verrouillée pour ceux qui ont énormément d'argent. Et ça, moi, c'est pas une issue que je trouve attrayante. Et pour la génération d'images, en l'occurrence, d'ailleurs, alors en l'occurrence, ce sont des artistes qui attaquent, donc c'est un peu différent, effectivement, par rapport au cas Suno. Mais je comprends hein, que les artistes soient vénères de voir leur nom malgré eux sur Il y a une quelque liste. chose de frustrant dans les Bien sûr, usages. ne serait-ce que de voir une l'interprétation liste de la loi. de styles à imiter, tu vois, je capte le voilà, problème, c'est hein, ça, évidemment, bien sûr. Ça, je comprends le problème. c'est le Mais en bénéfice. pratique, là encore, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que, admettons qu'ils gagnent leur procès, ils attaquent Stability et Runway pour Stable Diffusion. Et c'est pas forcément très malin d'attaquer des modèles open source parce que c'est attaquer justement les contre-pouvoirs, si tu veux. Les modèles open source, ce sont les contre-pouvoirs en réalité, par rapport aux modèles propriétaires comme DALL-E, comme Imagen ou comme Firefly. Je veux dire, ils n'ont pas attaqué Firefly, mais en réalité, tout le monde a son modèle actuellement. OpenAI, Adobe, Meta, Google. Donc, dans une certaine mesure, c'est aussi attaquer les petits. Et finalement, attaquer les petits, ça fait que renforcer les gros, là encore. Stability AI en plus en perte de vitesse, Flux c'est l'avenir, donc et puis il est même pas cité, tu vois, c'est normal en même temps, hein, ça vient d'apparaître, mais en gros Flux c'est l'avenir, c'est le présent et l'avenir probablement de la génération d'images en gros, et il fait pas partie du cas. Donc dans une certaine mesure, il y a déjà une forme d'obsolescence de ce cas-là, et puis on tape encore une fois sur des petites entreprises comparativement, et on laisse de toute façon la génération d'images, Meta, et quoi continuer à en faire, ils s'en foutent, hein. Donc, bon, voilà, je sais pas comment vont tourner ces procès, on verra quel type de rémédiation seront demandées, tout ça, évidemment, ça pourrait faire date ou pas. Ça va encore durer des mois, hein, ou des années. Mais voilà, c'est déjà des technos qui sont en train de se répandre partout, jusqu'au cœur des téléphones, et je sais pas trop vraiment ce qu'on peut en retirer de vraiment positif. Mais bon, évidemment, on va suivre ça, quoi. Eh ben, ça risque d'être passionnant, et je pense que l'issue n'arrivera pas tout de suite. On continue dans les conflits nourris à l'intelligence artificielle, évidemment sur le fond, vous l'avez compris, avec Copilot et les assistants pour les développements, Guillaume. Ouais, dernier procès type IA pour bien montrer que rien n'est joué pour personne, hein, c'est celui de GitHub qui avait été attaqué pour son Copilot, hein, l'assistant codeur donc, qui, selon un collectif de développeurs, serait donc une violation de propriété intellectuelle, enfin, ferait des violations de propriété intellectuelle. Alors, ils avaient même attaqué... les développeurs avaient même attaqué la Sainte Trinité, en fait. Hein, ils avaient attaqué OpenAI, Microsoft et GitHub. Il y a eu 22 plaintes, pour être précis, qui ont presque toutes été rejetées par le juge Tigar. Pas Stilgar, hein, le juge Tigar. Ce serait énorme, le juge Stilgar. Donc le code produit par Copilot, il n'est pas assez proche de celui d'origine pour être considéré comme une copie. En tout cas, c'est ce qui a été décidé. Donc le juge a même cité un article qui disait que Copilot, finalement, ne régurgitait que des portions de code quasi verbatim, que très très rarement en utilisation normale. Et donc, c'est mort pour les dommages et intérêts, déjà. Donc, il y a toute une partie des plaintes qui tombent. Mais il reste quand même la violation de licence open source. Donc, le procès contre Copilot continue. On va dire que Microsoft peut souffler un bon coup, parce qu'il a probablement évité le plus dur. Donc, voilà, c'est très... Donc, ça reste à suivre. Il y a un autre qui est un peu embêté aussi, c'est Google, Guillaume, pour terminer. Alors là, pour le coup, on termine cette section justice avec un truc pas du tout IA du tout, mais un très très gros verdict, hein, quand même, un truc assez historique. Parce que Google a perdu son procès en antitrust, ça y est. C'est un événement qui est comparable au procès contre Microsoft, hein, qui a lieu donc au début du millénaire. Le juge fédéral Amit Mehta, aucun lien, a déclaré que Google a le monopole de la recherche sur Internet et qu'il l'avait eu au moins en partie, de manière illégale.
Donc les plaintes avaient été déposées par le département de la justice et par une coalition d'États américains en 2020. Et il y a eu plusieurs choses décisives. Alors déjà, les divers contrats passés avec Apple surtout, et aussi Firefox, pour être exclusifs, pour être les moteurs de recherche exclusifs sur les navigateurs et sur la plateforme iOS en général, ça a beaucoup pesé. D'ailleurs, il y a certains témoignages qui ont été assez marrants, assez croustillants, et aussi piégeux quelque part, puisqu'il y a un représentant d'Apple, donc qui a été appelé à témoigner, qui aurait dit à la barre qu'Apple n'aurait utilisé Bing pour rien au monde. C'est-à-dire que Apple, tu leur offres le moteur de recherche entier, tu leur offres la boîte entière, ils veulent pas utiliser Bing. Bon, c'est assez marrant, c'est pas très gentil pour Microsoft, et ça sous-entend surtout que Google est le seul choix crédible et que donc, de fait, il a le monopole, quoi. Ouais. D'ailleurs, la richesse et l'étendue de Google, effectivement, entre aussi beaucoup en ligne de compte, parce qu'évidemment, Google a le principal système d'exploitation sur mobile, le système d'exploitation mobile numéro 1, Android. Il a aussi le navigateur web le plus utilisé du monde, Chrome. Et évidemment, ça n'a pas aidé, puisqu'il utilise une multitude de signaux qui viennent de ces deux plateformes, auxquels les autres, du coup, n'ont pas accès, pour améliorer ses résultats de recherche. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Là, tout de suite, rien, que dalle. Dans un premier temps, il va y avoir des réunions, des visios, des auditions pour savoir à quoi on va condamner Google. Et ça va commencer début septembre. Et puis évidemment, d'autre part, Google va faire appel, évidemment. Donc la cour d'appel pourra d'ailleurs apprécier à la fois le jugement et la rémédiation qui sera décidée, et qui sera peut-être modifiée, et éventuellement Google pourra peut-être même aller jusqu'à la Cour suprême, on verra. On verra bien. Pour le moment, il va falloir décider effectivement quoi demander, et les rivaux de Google ont leur petite idée là-dessus. De fait, la solution la pire pour Google sera un démantèlement, et c'est techniquement possible. C'est-à-dire qu'on pourrait techniquement demander que Search soit séparé de AdSense, par exemple. On pourrait aussi envisager une séparation des business Android et Chrome, de chez Alphabet. Ce serait énorme, ce serait les rêves, c'est probablement le rêve humide de beaucoup de monde, mais c'est quand même peu probable. C'est peu probable qu'on arrive à de telles extrémités, mais c'est pas totalement impossible, parce qu'en plus, il y a une composante politique. La procédure va durer encore plusieurs années, donc ça sera sur la prochaine administration. Donc ce sera l'administration Harris ou Trump. Et bon, Trump, lui, il pourrait pousser au démantèlement, parce que lui, ça lui irait bien. Je pense qu'il a gros sur la patate contre Google, contre les big tech en général, mais Google en particulier. Donc le voir démantelé, ça lui plairait sans doute pas mal. Mais bon, quand même, le plus probable, c'est une série de mesures que Google devra suivre, alors lesquelles, c'est là que le boulot commence. En Europe, on a déjà condamné Google il y a des années là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a un écran de choix du moteur de recherche et tout ça. Mais ça n'a pas des marché en réalité, parce que Google reste ultra dominant même en Europe. Donc c'est pas vraiment suffisant, et les rivaux américains peuvent s'inspirer finalement de ce qui a été fait et de ce qui a été insuffisant d'ailleurs en Europe, de fait, pour demander justement d'autres choses, pour s'en inspirer, demander des trucs un peu plus efficaces, comme des choix périodiques, pour la confirmation du navigateur, bannir les dark patterns, les dark patterns qui te font revenir à la moindre occasion sur Google. Voilà, il y a pas mal d'options. Évidemment, on pourrait interdire les deals d'exclusivité aussi. Il y a quand même beaucoup de choses qui amèneraient à des changements quand même assez importants. Donc Google va se défendre, et pour compliquer le tout, d'ici à ce que ce soit fini dans 2 ou 3 ans, le paysage va peut-être encore changer à cause de l'IA, parce qu'on ne sait pas encore comment la recherche sur Internet va être influencée par l'IA. C'est très probable qu'elle le soit au fil des années. Mais bon, voilà, en tous les cas, c'est officiel, ça y est, Google est le nouveau Microsoft. Bon, écoute, les temps ont changé, mais quelque part, les problématiques, dans le fond, restent encore un tout petit peu les mêmes. On continuera à les suivre ensemble, et en attendant, on va faire un épilogue autour des jeux vidéo. Guillaume, je t'ai tellement rajouté d'éléments dans cet épisode, et je t'ai tellement rallongé de temps, que j'ai vu cette rubrique jeux vidéo fondre comme neige au soleil pendant qu'on discutait, mais c'est pas grave, tu nous as gardé la substantifique moelle. Il faut qu'on parle un petit peu d'Epic déjà. Oui, tu avais mentionné que ça y est, Fortnite et l'Epic Game Store, en fait, c'est via l'Epic Game Store, puis qui est désormais disponible sur iOS et Android. Donc il y a l'Epic Game Store et il y a Fortnite dessus, et donc ça y est, après des années de procédure, il est arrivé. Et tu sais que mon fils a absolument voulu qu'on installe l'App Store, parce qu'il y a une skin exclusive si jamais tu joues un petit moment à Fortnite sur l'appli mobile. Ils sont, juste un mot pour dire, ils sont très très bons pour l'expérience de consommation d'un jeu-service. Je les trouve vraiment très très bons, Epic. Et je lui disais, mais non, mais tu vas pas installer ça sur un smartphone, ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu peux y jouer sur une console. Et il me dit, ouais, mais tu vois, je peux montrer mes skins à mes copains.
Et en fait, voilà, c'est révélateur de ce qu'est Fortnite, je trouve, de ce qu'arrive à en faire Epic et bon, voilà. C'est un réseau social en 3D, quoi, globalement. Exactement, exactement. Ben ouais, écoute, donc Fortnite est arrivé, et donc évidemment, bon, bah, cet Epic Game Store, donc, est un magasin alternatif qui arrive sur iOS, hein, en soi, c'est quand même. Et sur Android. Et sur Android, tout à fait. En soi, enfin, sur Android, c'est un peu moins historique, on va dire, qu'il y a un Oui, magasin bien sûr, alternatif, mais évidemment. effectivement, c'est quand même marquant. Et on sait que c'est pas gratuit. On sait qu'il y a les core technology fees que, bien sûr, vous devez payer à Apple. Donc, de toute façon, il faut payer des taxes à Apple. Hein. Quoi que vous fassiez, il faut payer des taxes à Apple. On en sait quelque chose, n'est-ce pas, mon cher Guillaume? Et donc, il y avait un autre store alternatif beaucoup, beaucoup moins spectaculaire que l'Epic Game Store. C'était le Alt Store PAL, qui, donc, en Europe, devenait disponible avec, pour l'instant, pas beaucoup d'applis, et qui, voilà, voulait devenir un petit peu le premier App Store alternatif avec des applications open source, etc. Et malheureusement, voilà, en gros, il y a un mec tout seul derrière, et puis bon, pour payer le Core Technology Fee, il y avait un abonnement annuel de 1,50 € avec les taxes, voilà, de souscription auquel il fallait absolument payer pour avoir ce truc-là. Et en fait, finalement, Epic, pour emmerder Apple, hein, on va le dire, soyons, et donc pour favoriser au maximum les autres magasins alternatifs, va aider App Store PAL. Donc ils vont donc attribuer une méga grant, donc une méga bourse à App Store PAL, truc qui en général est réservé à des développeurs, hein, d'Epic Games qui utilisent Unreal. Mais là, c'est pour l'App Store PAL, ce qui veut dire que l'App Store PAL va devenir gratuit, tout simplement. Donc, ce sera transparent. Enfin, vous pourrez utiliser l'App Store PAL sans avoir à payer cet abonnement. Donc voilà, Epic est en train, effectivement, je pense, va subventionner un petit peu au maximum pour qu'il y ait de plus en plus de diversité possible sur iOS. Ce qui est plutôt cool, je trouve. Ils mènent la guerre jusqu'au bout, hein, on peut pas leur reprocher. Un musée Nintendo, Guillaume, que tu vas forcément aller visiter un jour? Ouais, écoute, oui, quand je retournerai au Japon, ce qui revient, mais je suis pas sûr de repasser à Kyoto. Par contre, enfin bref, toujours est-il que oui, on a eu un Nintendo Direct très très bizarre. Enfin, très bizarre, très inattendu, puisqu'il n'y a eu pas de jeu, il y a eu juste la présentation d'un musée, le musée Nintendo à Kyoto, qui a l'air très cool, qui est donc un musée avec une composante très muséesque, hein, c'est-à-dire où vous regardez des trucs, des machins historiques de la marque, tout ça. Et puis une composante très interactive avec plein de jeux. Vous avez des jeux, par exemple des jeux qui ont été commercialisés par Nintendo avant, puisqu'ils faisaient des jouets avant même, donc voilà, des jouets en dur, quoi, que vous pouvez utiliser dans des décors, comme ça, avec des décors interactifs. Il y a aussi des jeux vidéo sur grand écran, sur écran géant. Vous avez une énorme manette de NES qu'il faut utiliser à deux, donc ça veut dire que vous pouvez jouer à Super Mario. Il y en a un qui fait marcher Mario, l'autre qui le fait sauter. Il y a des crises qui peuvent arriver, c'est assez rigolo. Ouais, Il y a même une Wiimote Super géante. Mario Odyssey, c'était presque déjà ça. Tu vois, il y en a un qui contrôlait Mario, l'autre le chapeau. Ouais, c'est vrai, mais ce qui serait marrant, c'est que ça se joue à 4, non, ça joue à 2, mais il y en a un qui contrôle chaque jambe. Une jambe, tu sais. Mais c'est à peu près ça. Voilà, ça a l'air vraiment, vraiment sympatoche, effectivement. Et voilà, donc il y a un musée, ça y est, il y avait un parc d'attractions Nintendo, maintenant il y a un musée Nintendo. Donc bientôt une ville Nintendo, je sais pas, pourquoi pas. Disney a voulu veut encore, je pense, à recréer la ville Disney. Peut-être qu'il y aura une ville Nintendo au Japon, je sais pas. J'irai y habiter pour ma retraite, en tout cas, s'il y en a une. Écoute, tu nous feras des témoignages. Un dernier mot, j'ai l'impression pour un coup de cœur, Guillaume, hein, pour une initiative plutôt cool. Oui, qui s'appelle Nautipix, parce que voilà, vous avez peut-être, comme moi, des consoles rétro et des jeux rétro, et comme moi, vous n'avez pas forcément l'argent de tout acheter, vous n'avez même pas du tout l'argent de tout acheter en boîte avec les notices et tout, donc vous avez pas mal de jeux en loose. Mais les notices, en fait, c'est assez cool, les vieilles notices de jeux vidéo, c'est aussi des bulles, des capsules temporelles, et c'est pas forcément évident de les avoir toutes. Et ben là, vous avez un site qui s'appelle donc Nautipix, qui recense presque 500 notices de jeux 16 bits et 8 bits sur Super Nintendo, NES, Game Boy, Master System, Mega Drive et Game Gear. Et donc vous avez les notices des jeux que vous pouvez consulter sous un format moderne, donc sous une forme de page internet, voilà, facile si vous voulez vraiment avoir les infos de comment jouer au jeu, là, c'est même pas un les PDF, secrets et tout ça. Et vous avez aussi, vous avez les deux, c'est ça qui est cool, c'est que vous avez donc la présentation moderne qui permet effectivement d'avoir accès aux infos facilement, hein, si vous avez besoin de ça pour jouer. Et vous avez aussi le scan de la notice pour vous replonger vous replonger tout simplement dans l'ambiance de l'époque, voire les réimprimer si vous voulez pour les avoir, effectivement, hein, c'est comme vous voulez.
Et donc, c'est une initiative vachement sympa si vous êtes sensible à ce genre de truc. Formidable. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour toute la préparation de cet épisode. Merci pour ce moment passé en ta compagnie pour parler d'un sujet qui nous est cher, celui de la tech et de l'actualité des nouvelles technologies. Si vous avez apprécié ce podcast, on compte évidemment sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et puis, on compte aussi sur vous pour aller déposer des avis sur les apps de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. La raison pour laquelle on vous le demande, c'est parce que ça contribue à la notoriété du podcast. Et quand quelqu'un découvre un épisode, il est d'autant plus intéressé à s'abonner s'il voit qu'il y a plein de monde qui encense le contenu du podcast. Merci beaucoup de prendre quelques secondes de votre temps à ce sujet. Et puis, si jamais le podcast là vous plaît, si jamais vous êtes sensible aux arguments de nostalgie que vous distille Guillaume Poggiaspala durant cette fin d'épisode, et même à plusieurs reprises dans les épisodes de Tech Café, on vous invite évidemment à aller écouter le précédent épisode de Tech Café dans le flux du podcast, qui est un épisode rétro où on se fait l'exercice, parfois difficile, de se mettre dans la situation d'un suivi de l'actualité des nouvelles technologies il y a 20 ans, donc en 2004. Alors ça laisse toujours place à des discussions et à des remarques qui sont fort rigolotes. Notamment, je vous ai vu, les personnes qui commentent sur Patreon en disant vous êtes trompé dans le titre, c'est 2024 et c'est pas 2004, et qui après se rendent compte que c'est un exercice rétrospectif. Je citerai aussi le commentaire de Sylvie B au sujet de cet épisode. Superbe épisode, un joli retour dans le ton, quel bon moment, mais excuse-moi Guillaume Vendée, ne te lance surtout pas dans une carrière d'acteur. Au lieu de vivre dans le moment, un des Guillaume n'arrêtait pas d'essayer de se projeter dans le futur, je sais que c'est moi, comme un devin qui savait déjà tout, ça rendait l'exercice moins crédible. Je pense que, et il dit, cette petite pique mise à part, bravo pour le travail numérico-archéologique qu'on doit t'attribuer toute la paternité, Guillaume. Évidemment, vous l'avez compris, j'essaye maladroitement de jongler sur l'actualité de l'avenir, à savoir du présent, et puis parfois, évidemment, c'est un peu grossier. Vous m'en excuserez. Merci en tout cas beaucoup pour votre fidélité. Merci d'écouter Tech Café, y compris après une pause estivale. On sait que d'être absent dans un podcast pendant de trop longues durées, ça peut décourager les gens à rester abonnés. Bon, c'est bien que vous soyez encore présents. Il est grand temps, Guillaume, qu'on puisse enfin savoir, et je suis sûr que c'est pour cette 11e saison, tu as prévu de nous dire où, enfin, on peut te retrouver. Moi, je crois que je vais fouiller dans mes placards, voir si j'ai des notices qu'ils ont pas, on sait pas, mais j'en doute, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup, même sur Game Boy, j'en ai quelques-unes, mais bon, voilà, ils en ont quand même beaucoup. Sinon, je peux essayer de brancher le plus de consoles possible à ma télé. Je sais pas, t'as vu, il y a un Saoudien qui a réussi à brancher plus de 400 consoles sur une seule télévision, record à battre. Oui. Et ce que je trouve génial, c'est la montagne de manettes, ou je sais pas, d'accessoires, quand tu dois aller chercher la manette au fin fond de la montagne de manettes. Le câblage, très laisse rêveur. Extraordinaire, oui. Extraordinaire. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Vous retrouvez tous les liens vers mes réseaux sociaux sur guillaumevendée.fr. Vous me retrouvez notamment sur Instagram, sur Threads, sur Mastodon. Et puis accessoirement, on compte sur vous pour venir échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.